Alors, ça va? Oui, ça va très bien. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Pierre, alors là, il y a un truc, c'est que vous allez être papa. Et vous voulez quitter le 18e arrondissement de Paris. Vous l'avez annoncé sur Twitter, vous avez tweeté « Ma compagne est enceinte et aujourd'hui, elle a peur ». Thierry, merci beaucoup d'en parler. Ça me permet déjà deux choses. D'abord, de ne plus faire de faire-part. Comme ça, tout le monde est au courant. D'accord. Et par ailleurs, de faire mon coming in. Tu sais, l'inverse du coming out. Parce que j'ai quand même beaucoup de sollicitations. Non, voilà. Merde. J'ai plein de potes qui vont être déçus, là. Je vais en décevoir certains, voilà. Non, non, je veux pas quitter, surtout pas quitter mon arrondissement que j'adore et Paris que j'adore. C'est juste que on rentre de soirée, on s'est retrouvés dans le métro, chez moi, entouré de toxicomanes qui nous emmerdent. Elle me dit, voilà, moi, quand je rentre du travail, je commence à avoir peur. Ma fille, parce que c'est une fille, ma fille, j'ai pas envie qu'elle grandisse sans pouvoir aller au... Et tu vas l'appeler comment? Ah, je sais, mais je ne le dis pas encore. Raquel. Presque. Non, voilà, elle me dit, j'ai pas envie de l'emmener au square, alors qu'on peut pas aller dans les squares parce qu'il y a des seringues partout. J'ai pas envie de pas pouvoir la sortir dans la rue, de trembler quand elle va à l'école. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le quotidien de ce qu'on vit. Moi, quand je le dis, alors forcément, je suis un mec de droite. Quand je le dis, on me traite de facho. Mais malheureusement, c'est des quartiers où les familles s'en vont, où les homosexuels peuvent plus marcher dans la rue, où les commerçants ferment. C'est ça, la réalité. C'est inadmissible parce que c'est un quartier qui est un quartier populaire, un quartier où il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et dans n'importe quel autre quartier de Paris, on ne supporterait pas une telle insécurité. C'est dégueulasse d'imposer ça aux pauvres. Tu sais, Pierre, que moi j'ai vécu 5 ans à Max Dormois et j'ai dû quitter le quartier que j'adorais parce que mon mari s'est fait planter un tournevis par un toxicomane parce qu'il ressemblait à un juif. Il y a un moment, tu veux résister, mais malheureusement, comme on ne fait rien, comme l'État ne fait rien, la mairie ne fait rien, donc en fait, c'est à qui de faire quelque chose? Malheureusement, c'est un contexte, c'est-à-dire que la ville de Paris doit mettre en place les aménagements nécessaires pour redonner un peu d'attractivité à ce quartier-là. Et là aussi, le gouvernement doit faire des choses. La prise en charge de la toxicomanie, c'est pas la ville de Paris, c'est pas en mettant des salles de shoot et en créant des points de convergence entre la demande et l'offre de drogue qu'on va résoudre les choses. Ça pourrit des quartiers entiers. Ok. Et maintenant, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérards, plus drôle que les Césars, plus sexy que les Hot d'Or, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Cette semaine, Thierry, le prix bisounours est décerné à l'unanimité à monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pour avoir comparé la Seine-Saint-Denis à la Californie. Magnéto, Serge. Oui. Donnez-moi le département le plus jeune, où on crée le plus d'entreprises, où il y a un stade de taille mondiale, des infrastructures culturelles, 2 aéroports internationaux. C'est la Seine-Saint-Denis. On regarderait de l'autre bout du monde ce truc, c'est San Francisco. Il manque que la mer par rapport à la Californie. Non mais Thierry, notre jeune souverain est atteint d'une étrange maladie dès l'instant où il évoque la banlieue. Alors je vais lui donner quelques faits pour lui donner une bonne médecine. D'abord, chômage. En Seine-Saint-Denis, c'est 13%. En Californie, c'est 4%. En Seine-Saint-Denis, la pauvreté, c'est 29%. En Californie, c'est l'État le plus riche des États-Unis. En Seine-Saint-Denis, il y a eu 83 000 visiteurs dans l'année. En Californie, il y a eu 56 millions de touristes. En Seine-Saint-Denis, la grande entreprise, c'est les SNCF. Là-bas, c'est les GAFA. Alors, pour encore lui donner une potion souveraine, je lui conseille la lecture pourtant de Bisounours, qui sont Davet et l'homme, et qui ont attiré notre attention sur l'irrésistible ascension de l'islamisme en banlieue. Je ne crois pas que San Francisco soit radicalement menacé par ce mal. Je me permettrai, sur la pointe des pieds, de vous signaler que les Juifs se sont caltés pour raison de sécurité de la Seine-Saint-Denis. Ils ne sont pas encore en train de déserter San Francisco. Alors, je suis bien persuadé qu'il y a plein de talents en Seine-Saint-Denis, mais notre souverain devrait pouvoir trouver un chemin moins exalté entre le mépris et la démagogie. Bravo! Merci Gilles William. Un bisou sur la joue, un bisou dans
maintenant, j'accueille une des gilets jaunes les plus médiatiques de France, Ingrid Levavasseur. Ça va? Très bien, merci. Vous prenez l'habitude de la télévision un peu? Je crois qu'on s'y habitue pas. Vous avez failli être chroniqueuse sur BFM, finalement ça s'est pas fait. Pourquoi ça s'est pas fait d'ailleurs? C'est pas vraiment être chroniqueuse sur BFM. J'ai accepté de faire une émission pilote avec Apolline de Malherbe pour pouvoir donner la voix à des citoyens, enfin. Et ça ne s'est pas fait parce que j'ai pris peur. Voilà, tout simplement. Oui. À ce moment-là, ça a été ça. Et là, ça va? Ouais, très bien. En tous les cas, on est ravis que vous soyez là, ça nous fait très plaisir. Alors, ce soir, vous êtes là pour nous parler de la liste Gilets jaunes que vous constituez pour les européennes et pour commenter les unes de la semaine avec nous. J'espère que ça vous intéressera. Comme tous les invités, vous avez un slogan. Et votre slogan, c'est « L'aide soignante qui veut guérir la démocratie ». Ça vous va? Très bien, ça va. Et vous avez un sampleur. Gilets jaunes, moi gilets jaunes, devant les gilets jaunes, faut danser petit. Alors Ingrid, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, un rappel de votre engagement auprès des Gilets jaunes. Magnéto, Serge. Est-ce que vous étiez préparé à ce qui vous arrive? Vous m'auriez dit ça il y a 3 mois, je vous aurais dit il faut se faire interner, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Je suis gilet jaune et je me bats pour tous. Alors arrêtez de me critiquer, arrêtez de parler sur mon dos parce que vous vous en prenez pas à la bonne personne. J'ai jamais dit qu'il fallait cesser le mouvement, j'ai jamais dit qu'il fallait arrêter d'être mobilisé. Je suis une citoyenne. Je suis une gilet jaune depuis toujours, depuis mon enfance. Je suis pas une gilet jaune du 17 novembre qui est sortie dans la rue. J'ai ça dans les tripes. Voilà, donc vous lancez une liste européenne. Le problème des européennes, c'est qu'il faut de l'argent. Il faut quand même au moins 800 000 €. Vous en êtes où? On en est toujours à zéro parce qu'on attend en fait que les dons arrivent assez massivement. On l'espère de tout cœur. Est-ce que vous avez le soutien de Bernard Tapie? Non. Non, on a eu à un moment donné un prêt de salle pour Bernard Tapie. Maintenant, ça s'arrête là. Il faut passer à autre chose. Il faut changer de disque. Bernard Tapie, suivant. Voilà. Alors, maintenant, vous allez mettre la pression sur le gouvernement comment? J'aimerais en fait déjà qu'on soit pris au sérieux. Pris au sérieux parce que il faut que ça cesse en fait toute cette façon de se comporter avec nous. On a vraiment l'impression qu'ils nous prennent toujours pour des demeurés. Malgré le fait qu'on s'introduise en fait en politique, on n'est toujours pas considéré. Je vais dire à Monsieur Macron que en tant que femme, en tant que gilet jaune et en tant que citoyenne, nous nous engageons et il est temps qu'on nous prenne réellement au sérieux. Ça suffit maintenant de nous considérer comme des ploucs, comme des gilets jaunes de base. On a suffisamment de culture et d'intelligence pour avancer. Ils vous appellent les Jojo. Ingrid Levavasseur, bonjour. Cette semaine, Luigi Di Maio, le vice-premier ministre italien, était à Paris pour rencontrer une délégation RIC de votre liste aux européennes. Christophe Chalençon, qui fait partie du RIC, y était. On voit la photo. Vous n'étiez pas. Pourquoi? Alors déjà, j'ai pas été forcément informée. Il était prévu qu'on rencontre diverses personnalités, des députés de divers pays européens. Ça devait pas se faire maintenant, ça a été fait un peu de biais. Encore une fois, j'ai la sensation qu'il y a un petit peu de répression, on appuie un petit peu là où ça fait mal. Cher Monsieur Macron, conseil d'amis, on a le droit de rencontrer qui on veut et où on veut. Votre rencontre a provoqué un grave incident diplomatique cette semaine. Par exemple, Paris a demandé à ce que son ambassadeur italien revienne. C'est grave. C'est grave d'en arriver là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe? On ne parle pas en fait de ce que eux font, parce que évidemment on sait que c'est controversé, mais on a le droit de s'intéresser et comment faire pour
pouvoir évoluer. Et je ne comprends pas pourquoi on en arrive à ce stade. Je pense que M. Macron devrait plutôt s'occuper de ce qui se passe dans son pays plutôt que d'aller voir ce type de choses et reprocher aux Italiens, notamment Luigi Di Maio, ce genre d'intervention. Et j'ai une dernière question, juste au niveau idéologique, ça ne vous dérange pas d'avoir d'un côté le soutien moral de Bernard Tapie et de l'autre côté le soutien de la coalition italienne qui est d'extrême droite? Il n'y a pas un problème de cohérence chez vous? Mais il n'y a pas du tout de problème de cohérence parce qu'en fait, on nous catalogue. On nous catalogue de gauche, de droite, de ci, de ça. Il faut à un moment donné que tout ça, ça s'arrête. On n'est pas des macronistes. On fait ce que l'on veut dans le sens où on ne se retrouve pas dans les partis traditionnels. Donc, que ce soit à gauche et à droite. Vous ne voulez pas le Rassemblement national Absolument français, pas. mais vous voulez l'équivalent. Non, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Luigi Di Maio, à la base, c'est le mouvement 5 étoiles qui nous Salvini, c'est la Ligue, et c'est une coalition entre Salvini et Luigi Di Maio. C'est une coalition au sein de l'Italie, mais au départ, le mouvement 5 étoiles, pardonnez-moi de vous dire quand même que le mouvement 5 étoiles, c'est un peu le mouvement des Gilets jaunes au départ. On ne fait pas d'alliance. On ne fait pas d'alliance ni avec un tel, ni avec l'autre. Une question personnelle. Tous les samedis, c'est Gilets jaunes, et tous les samedis, des casseurs s'infiltrent dans vos manifestations et bousillent absolument tout sur leur passage. Et je voulais savoir, vous, le samedi, est-ce que vous avez toujours le même envie d'aller manifester au milieu de tous ces connards? Alors, déjà, je vais vous reprendre, monsieur, parce qu'on remet sans cesse les casseurs en avant, etc. On oublie quand même de parler qu'au départ, ce mouvement, c'est des gens qui crèvent la dalle. C'est des gens qui n'arrivent pas. Si à un moment donné, le gouvernement avait fait son boulot, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Cette situation, on n'en serait pas là. J'ai juste envie de dire qu'on remette les choses dans le contexte. Écoutez réellement la souffrance. Oui, j'ai toujours la même envie. L'envie de me battre pour les femmes. Mais c'est pas tous ces connards. Mais arrêtez de ne cataloguez pas, monsieur. Il y a des casseurs, mais il y a aussi des gens qui souffrent terriblement. À partir du moment où ça ne sera pas entendu, les manifestations vont continuer et je serai solidaire de ces manifestations. Parce que c'est pas possible de ne pas entendre cette souffrance. Et si il y avait eu des choses de fait dès le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui, monsieur. Les gens crèvent la faim, que ce soit les femmes, les handicapés, les retraités. Alors, un mot, Natacha Polony. Vous avez choisi de présenter une liste, ce qui est un choix très particulier parce qu'au début de ce mouvement, ce qui a surgi, c'était quelque chose qui concernait l'ensemble du peuple français. 80% des Français soutenaient le mouvement. Est-ce que le fait de faire une liste électorale, ce n'est pas finalement restreindre ce qui était un appétit de démocratie de la part de tous les citoyens du pays? Alors en fait, le but de cette liste, c'est de donner un essor, autre chose. Je pense qu'il faut vraiment s'élargir parce que vous dites manifester, manifester, manifester. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'on s'introduise dans le système, quel qu'il soit, que ce soit au niveau des syndicats, des municipales, des législatives, des européennes. Il faut vraiment qu'on arrive à se faire entendre. Et si ça passe par là, ça va commencer par là. Mais ça, c'est uniquement le tremplin. Le tremplin vers on n'est pas que des gilets jaunes qui cassons. Très bien, alors maintenant, Golnadel. Oui, Golnadel. Non, précisément, moi, j'ai deux problèmes avec vous. Avec moi personnellement ou le mouvement? Mais il a des problèmes avec tout le monde. Avec votre initiative politique. Avec votre initiative politique. Moi, pour autant que je comprenne le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement apolitique. J'ai vu toutes les critiques à l'intérieur de ce mouvement et je n'ai toujours pas compris ce qui vous donnait le droit d'endosser la marque Gilets jaunes, premièrement. Deuxièmement, nous savons que M. Macron nous regarde comme tous les dimanches soirs et nous le saluons. Je peux vous dire qu'en vous écoutant, il a bu du petit lait, le Macron. Il vous a entendu être très gentil avec les Italiens, mais c'est du pain et du beurre pour piquer des voix à Madame Le Pen. Donc, je n'ai pas l'esprit très délié, mais les gens qui pensent que vous roulez pour M. Macron, j'arrive de temps en temps à comprendre ce qu'ils veulent me dire. Déjà, premièrement, je n'ai pas à me justifier sur le fait d'être gilet jaune ou non, puisque je suis gilet jaune depuis toujours. Si je vous raconte une petite anecdote comme ça, je vais vous dire tout simplement que moi, j'ai vécu dans un foyer pour femmes battues parce que ma mère était battue. On a été cachés pendant des mois et des mois. J'avais 7 ans et ainsi de suite. Ça a été comme ça toute ma vie. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur, que je suis gilet jaune parce que le 17 novembre, il y a eu un mouvement. Donc, je suis arrivée en disant, tiens, je vais aller choper une petite chose. Je vous parle de la liste politique, Ensuite, moi. Je vais rebondir sur ça
parce que j'ai justement acquis cette force, j'ai pu acquérir durant ma vie cette force pour dire, eh ben, je vais affronter. Je ne suis pas une macroniste, tout simplement parce que je vais vous raconter une autre anecdote aussi. Quand j'ai rencontré Marlène Schiappa, avec qui nous avons pu échanger, j'avais une acolyte avec moi, gilet jaune, nous étions 2 gilets jaunes, et elle discutait en disant, oui, mais au Parlement, il y a quand même des gens qui gagnent 5 ou 6 000 euros pour distribuer le courrier. Alors Marlène Schiappa réfléchit et dit, non, non, c'est pas tout à fait ça. Et son directeur de cabinet, non, c'est un salaire de misère. Oui, oui, c'est un salaire de misère. Le directeur rebondit en disant, ah, ils doivent gagner à peu près 1 800 euros. Et donc Marlène Schiappa acquiesce, dit, oui, effectivement, ça doit être ça, 1 800 euros. Donc j'ai dit, vous considérez, Mme Schiappa, que 1 800 euros, c'est un salaire de misère? Et elle me dit, je lui dis, donc je viens de vous dire que nous, on gagnait 1 250 euros en trimé, donc comment vous considérez la chose? Vous voyez, ça c'est du macronisme, ça c'est ce qu'on ne veut plus. On en a ras-le-bol de ces petites phrases, de ces petites détourneries qui nous méprisent. Vous voyez, alors qu'on ne nous dise pas que c'est de la maladresse. Non, je ne suis pas une macroniste. Non, je ne valide pas l'extrême droite. Non, je ne valide pas parce qu'on en a marre de tous ces partis traditionnels. Voilà, maintenant, je vous réponds, je suis une gilet jaune et je serai toujours une gilet jaune et je n'ai pas besoin de me justifier. Elle aurait pu ajouter « je t'emmerde ». Je t'emmerde. Et maintenant, on passe aux une de la semaine. Ingrid Levavasseur, donc chaque mercenaire maintenant, va vous présenter sa une. Ils ont 1 minute pour en parler. Et à la fin, c'est vous, comme si vous étiez devant un kiosque à journaux, vous direz laquelle vous préférez. Voilà, d'accord? D'accord. On commence avec Franz-Olivier Gisbert. Donc Mediapart a révélé des enregistrements datant du 26 juillet entre Alexandre Benalla et Vincent Crasse. On les entend se féliciter du soutien du président. On écoute. Alors, un truc de dingue. Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il me dit, tu vas les bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Il l'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice, elle fera son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., il est comme un fou. Oui, t'avais les codes nucléaires, t'es peut-être son amant et t'as des dossiers compromettants sur le monde. Bien sûr. Et il est interminable, il a dit comme ça, il m'a dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux. C'est énorme. Alors le titre c'est Benalla, affaire d'État. Attention, top chrono. Alors j'ai 2 questions. Comment ne pas être mal à l'aise devant cette chasse à l'homme, au beurre, hein? Comme dirait Macron, rien, mais rien, plus rien. Enfin, il était peut-être quelque chose avant. Et puis je dirais aussi, quoi penser de cette presse, ce journalisme dit d'investigation qui nous inonde d'enregistrements, d'écoutes téléphoniques, de PV, qui, par définition, il ne faut pas les prendre pour argent comptant, parce que qu'est-ce qu'il fait, Benalla, là? Il fanfaronne, hein? Il tartarine, comme on dit à Marseille, enfin, oui, il est de Tarascon. Et le problème, c'est que c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. C'est tout, il essaye de plaire à quelqu'un avec qui il est en train de faire du business, c'est déjà fini, non mais c'est pas possible. Qu'on lui lâche la grappe à un moment, oui, qu'on lui lâche la grappe, et qu'on laisse faire la justice et la police. Vous parlez comme un ministre. Non, Vous parlez comme Benjamin Griveaux. Mais non, laissons la justice suivre son cours. Sauf que la justice ne suit pas son cours. Allez-y, les procureurs. Vous êtes foutus dans la merde, là. Non, pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Depuis quand M. Edwy Plenel est-il procureur de République? Vous haïssez Plenel, c'est pour ça que vous êtes jaloux de Plenel. Parce que Plenel, il trouve des trucs. On peut haïr Plenel et avoir raison. Ça n'est pas totalement incompatible. Natacha. Il y a d'un côté ce problème, en effet, d'un journalisme qui est en fait un journalisme de boîte aux lettres. On reçoit des choses compromettantes et on les diffuse sans savoir qui ça sert, contre qui, etc. Ça, et si c'est authentique, en passant. Non, mais c'est authentique. La question... Ah ouais. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que je peux finir une phrase? Qu'elle peut parler. L'enregistrement est authentique, ça ne prouve pas en effet qu'Alexandre Benalla dise la vérité sur ce que lui a dit Emmanuel Macron. Bravo. Mais deuxièmement, pardon, il me semble quand même qu'il y avait un contrôle judiciaire et qu'ils n'avaient pas le droit de se rencontrer. Mais monsieur, c'est la et alors autre chose. Et alors ils n'avaient pas le droit de se parler. Je parle de la violation de la... Bravo, Natacha. Raquel, elle a dit ce qu'il fallait. C'est qu'ils n'avaient pas le droit de se parler, ne serait-ce que ça. On arrête. C'est un peu comme une réunion de gilets jaunes, en fait. C'est plus calme. Hein, non, mais là, c'est un repas de famille bourré, là. C'est plus calme. Ouais. On est un peu plus détendu, quand même.
On se retrouve après la pub pour la suite des unes de la semaine avec une des gilets jaunes les plus médiatiques de France, Ingrid Levavasseur. A tout de suite. Bonsoir, les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort des terriens du dimanche en compagnie des mercenaires et une des gilets jaunes les plus médiatiques de France, Ingrid Levavasseur. On continue avec la suite des unes de la semaine. On continue avec vous, Monia. Alors vous, contrairement à votre ami qui avait 45 secondes, oui, vous avez 1 minute 30. Donc c'est votre une qui a gagné la semaine dernière. Alors de plus en plus de personnes adhèrent aux théories qui dénoncent la fin de notre civilisation. On les appelle les on les appelle les collapsologues. Voilà. Et votre titre, c'est à la récré. Le titre, c'est le début de la fin. C'est votre une, Monia. Donc 1:30. Top chrono. Alors, la collapsologie, c'est la science de l'effondrement. C'est absolument pas une thèse de survivaliste illuminé qui pense survivre dans un bunker avec des boîtes de conserve William Saurin. Non, l'effondrement, c'est l'idée d'une apocalypse scientifique. Et d'ailleurs, qu'il s'agisse de démographes, de géologues, de géographes, d'économistes, tous ont la même conclusion. Notre société industrielle produit de tels dégâts sur tant d'écosystèmes qu'elle court à sa perte et qu'elle nous entraînerait dans sa chute. Et l'idée de l'effondrement n'est pas nouvelle. Elle date déjà de 1972 avec le fameux rapport Meadows qui avait été demandé par le Club de Rome. Et déjà à l'époque, dans les années 70, la conclusion était alarmante. On apprenait que si on poursuit une croissance économique et démographique exponentielle, eh bien notre civilisation arrivera à son effondrement d'ici 2030. Donc en gros, selon les collapsologues, la fin du monde, la fin de notre monde, c'est pour 2030. Donc évidemment, quand je vous dis ça, vous avez peur. Mais c'est normal d'avoir peur parce que selon les collapsologues, on accueille l'effondrement comme on accueille un deuil. Donc au début, on ressent du déni ou de la tristesse. Ensuite, on ressent de la culpabilité, de la violence. Et ensuite, on ressent de l'acceptation. Et pour finir, selon le collapsologue français Pablo Sévigne, l'ascension des fascistes dans le monde et la crise des Gilets jaunes seraient déjà des signes de l'effondrement. Vous avez 8 secondes pour la semaine prochaine. Hein. Je les offre à France. C'est gentil, c'est très gentil. Alors, l'ex-député La République En Marche, Joachim Son-Forget, que l'on connaît pour ses prises de position iconoclastes, a proposé à Éric Drouet, l'un des leaders des Gilets jaunes, de le rencontrer avec le rappeur Doc Gynéco. Alors la une s'appelle « Viens voir les médiateurs » et non pas « Viens voir le docteur ». C'est votre une, Pierre. Vous avez 1 minute et 10 secondes. Top chrono. Voilà, viens voir les médiateurs, ou plutôt viens voir les casques bleus, puisque c'est la proposition un peu surprenante que Joachim Son-Forget, dont on parlait à l'instant, et Doc Gynéco ont fait à Éric Drouet. Alors officiellement, ce duo un peu stratosphérique, si je peux me permettre, souhaite jouer les intermédiaires entre les Gilets jaunes d'une part et Emmanuel Macron d'autre part, pour les rassembler, les réunir autour d'une même table de négociation et désamorcer la crise des Gilets jaunes. Alors, Joachim Son-Forget mise sur sa soi-disant proximité avec le président de la République pour faire aboutir sa démarche, et selon lui, d'ailleurs, il est le seul à pouvoir faire ça, puisqu'il dit, il a tweeté d'ailleurs, être le seul à pouvoir être à la fois les pieds dans la merde et dans les ors de la République. Alors, dans un message très énigmatique, Doc Gynéco a répondu sur Facebook en disant « Je suis OK pour t'aider. Nous sommes l'armée de l'avenir des détenteurs du futur. La France est avec nous. » J'avoue que j'ai pas tout saisi. Doc Gynéco, on comprend pas toujours. Je pense que c'est très, très simple et très limpide. En tout cas, les deux nouveaux compères laissent entendre qu'ils pourraient lancer une liste aux élections européennes. Et pour Son-Forget, en tout cas, il y a un truc à tenter. Oui, mais quoi? On va essayer de le savoir ce soir. Ah bah ouais. Et voilà, parfait. Pour continuer à en parler, j'accueille le député qui n'a pas peur du ridicule, Joachim Son-Forget. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai un slogan pour vous, j'espère qu'il vous plaira. Le casque bleu des Gilets jaunes. Oui, moi je pense qu'on a besoin de paix dans ce monde. Moi, ce qui me fait chier dans cette histoire, c'est qu'on voit des Français se foutre sur la gueule avec d'autres Français et qu'à un moment donné, c'est insoutenable.
Mais ça a été ma position depuis le départ, parce que j'avais été dans une position compréhensive sur les Gilets jaunes. Parce que moi, le 17 novembre, j'étais en campagne à ce moment-là pour la direction d'En Marche. Et j'ai décidé de faire une campagne très rurale. Donc je suis allé dans mon département d'origine, en Haute-Marne. J'ai été voir des Gilets jaunes sur des ronds-points à Langres, à Chaumont, à Saint-Dizier. Et c'était une expérience très sympa. J'ai vu des familles, des gens sincères qui avaient des idées tout à fait intéressantes à faire valoir. Et j'ai été touché. Et donc j'ai gardé cette démarche et tout. Pierre Zilarou. Avant de commencer, je voudrais qu'on voit une petite sélection de vos tweets pour vous présenter un peu mieux aux téléspectateurs. Voilà, là par exemple, c'est un compte parodique qui a souhaité la bonne année du cochon avec Joachim Saucisson Forger, que vous avez retweeté sur votre compte personnel. Un autre tweet voilà, où vous avez fait une vidéo de vous... 1 100 000 vues. Un sabre laser qui a fait énormément de vues, effectivement. Un suivant où vous expliquez que votre plat préféré, ce sont les coquillettes jambon gruyère, et vous mettez quand je rentre chez moi à Genève, une photo. Mon délice de rebouffer et enfin, des pâtes tranquillos. Un dernier pour la route, voilà, où vous posez avec une petite peluche et puis un petit mot destiné à vos camarades de parti. Alors ma question est très simple, Joachim Sonforger. De quelle planète venez-vous? De la planète Namek, d'après mes fans sur le Discord. Non, mais blague à part, ce qui fait peut-être que c'est indéfinissable, c'est que moi-même j'ai été tiraillé dans ma jeunesse, je pense, entre un milieu peut-être plus de droite, qui était aussi celui de mes études après, parce que les médecins ne sont pas connus pour être des gros gauchos. Mais de l'autre côté, je passais ma vie, beaucoup de temps en tout cas, avec mon prof de piano qui était un vieux marxiste dans l'âme. Vous vous voyez comment? Comme vraiment un médiateur dans la crise des Gilets jaunes, comme un potentiel candidat aux européennes ou tout simplement comme un provocateur? La fin en soi, c'est pas les élections. Je suis déjà élu, donc si je devais envoyer des gens sur une élection prochaine, celle-ci ou les municipales après, c'est pour envoyer d'autres gens, envoyer des jeunes, envoyer des gens qui ont envie de faire quelque chose. Par contre, je veux répondre sur la question de la fonction de parlementaire. J'ai réalisé très vite, et c'est très frustrant, qu'un parlementaire en France, il n'a aucun rôle. Enfin, on fait tapisserie. Moi, j'en ai marre de ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais vous faites le constat que vous n'avez pas de pouvoir. Moi, je suis un dans ce cas-là, démissionnez. Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée? Non, moi, je sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Je suis un type qui a fait du spectacle avant. Mais ça ne sert pas le fond, ça ne sert jamais le fond. Parce que tu es écrasé par une majorité qui ne représente pas Jean Lassalle, aujourd'hui, les qui est non inscrit, Jean Lassalle, qui est non inscrit, il fait du fond, il fait pas le pitre sur les réseaux sociaux. C'est ça que je vous reproche. Jean Lassalle fait pas le pitre. Alors là, pardon. Là, Pierre, là, vous voulez dire quelque chose? Moi, je voudrais rebondir sur plusieurs choses que vous dites. La première, vous étiez médecin. Si ça ne vous convient pas ou si vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit, au lieu de faire des tweets qui, même mes enfants, ne font pas rire, parce que là, ça dépasse l'entendement. Moi, ça fait rire. Sincèrement. Mais à quel moment vous allez tous redescendre sur Terre? C'est bien beau de faire des tweets, c'est bien beau de dire je vais aller avec d'autres gynécos rencontrer Éric Drouet. Non, mais à un moment donné, quand est-ce que vous allez rencontrer les femmes en souffrance, les personnes en situation de handicap? Quand est-ce que vous allez le faire? Vous attendez combien de temps que ça explose, que tout explose? Franchement, arrêtez les tweets. C'est honteux ce que vous dites. Natacha. J'ai deux courtes questions, l'une plus anecdotique, l'autre de fond. La première, quand on vous a vu d'abord comme député, vous étiez en costume cravate extrêmement raide. Là, vous venez en blouson de cuir avec un bonnet, vous dites ça fait chier, vous prononcez des mots comme ça. Est-ce qu'il faut parler comme ça et avoir un sweat à capuche pour être proche du peuple? C'est ce qu'on finit par se demander. Et deuxième chose, finalement, vous avez fait campagne pour La République En Marche. Vous avez cru dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette espèce de pseudo-démocratie participative qui avait l'air de redonner le pouvoir au peuple. Mais en fait, donc on est bien d'accord, c'est un constat d'échec absolu. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire que c'était du flan. Non, si vous allez regarder dans on doit retrouver mes vidéos de campagne. Je vends la similarité entre cette démarche qui se voulait assez horizontale, participative, et justement le système suisse dans lequel je vivais en disant c'est vachement bien. Elle n'est pas vous sincère. Faites un constat d'échec. En tout cas, je fais le constat qu'elle n'est pas aujourd'hui appliquée, puisqu'aujourd'hui c'est les résidus du Parti socialiste que j'abhorrais tellement, qui ont pris le pouvoir. Oui. Ce qui est détestable là-dedans, c'est qu'il y a plein des collègues députés qui font du travail en circo, qui font un travail de fourmi, ils vont dans les salles des fêtes, ils voient les gens, ils font leur permanence, ils font un super boulot, mais c'est pas eux qui décident. Bon, Monia Cachemire, s'il vous plaît. Moi, je trouve qu'on vous fait un procès injuste. Pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes habillé comme ça, que vous n'avez pas des idées politiques. Je suis désolée, vos Stan Smith ne sont pas moins sérieuses que les chaussettes du Vatican de François Fillon. Non, déjà, ça c'est mon premier
mon premier temps. Vous n'êtes pas un fumiste. Moi, je vous suis sur Twitter. Entre 2 tweets fun, vous parlez de politique. Voilà. Il faut quand même rappeler qu'un électeur sur 5 de moins de 29 ans n'a pas voté entre les 2 tours des présidentielles. On dit tout le temps que les députés sont hors sol. Non, vous n'êtes pas hors sol. Vous parlez aux jeunes. Moi, vous me parlez. Est-ce qu'il faut un bon Moi, je me sens représentée. C'est ça ma question. Mais non, mais laissez-moi terminer. Ça te choque parce que tu es choquable. Non, pas du tout, Thierry. Pas du tout. Ça ne me choque absolument pas. Je ne comprends pas pourquoi il faut mettre le bonnet pour changer d'études. Parce que peut-être... Non, mais c'est mépris. Non, mais peut-être parce que... Je peux terminer. Non, je dis juste qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, pour essayer d'être jeunes, ils prennent des community managers pour parler à la jeunesse. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes vous-même votre community manager. Vous êtes simple, vous êtes vrai, vous êtes accessible. Et moi, je me sens représentée par quelqu'un comme vous. Moi, je me suis inscrite sur Je suis français, je suis européen. Et je trouve que voilà, un homme azerty en vaut 2. Et vous le représentez. Joachim, vous restez avec nous. Maintenant, c'est un Natacha Polony. Donc, vous avez droit à 61 secondes. Hein. C'est pas beaucoup plus qu'une minute. Alors, il y a un sondage IFOP qui est paru cette semaine dans lequel Emmanuel Macron sera en grande difficulté au 2e tour face à la candidate du Rassemblement national si l'élection présidentielle, évidemment, avait lieu aujourd'hui. Le barrage anti-Le Pen a-t-il cédé? C'est votre une, Natacha. Vous en avez donc 61 secondes. Top chrono. Entendons-nous bien, un sondage comme celui-là ne nous prédit pas ce qui va se passer, surtout pas en 2022. Il nous raconte les rapports de force aujourd'hui et ce qui est en train de se passer dans le pays. Donc c'est un sondage qui nous explique d'abord que s'il y avait un premier tour aujourd'hui avec les chefs de parti actuels, eh bien, on constaterait qu'Emmanuel Macron est à plus de 30% et que derrière, il y a Marine Le Pen à 27%. Tous les autres sont balayés. Jean-Luc Mélenchon, qui est le 3e, est à 12%. C'est-à-dire que la stratégie d'Emmanuel Macron, moi ou le chaos, moi ou le Rassemblement national, est en train de marcher. Sauf que ça, c'est une apparence. C'est une apparence qui est sans doute due au problème des Gilets jaunes et la peur que certains ont eue du chaos, justement. Mais derrière, 2e tour, 44% pour Marine Le Pen, alors qu'elle était à 34% en 2017. Et si on autorisait le vote blanc, et c'est ça qui est intéressant, 19% de vote blanc. C'est-à-dire que cette stratégie, elle ne marche qu'à court terme, c'est tacticien, mais derrière, ça fracture le pays. Et on ne sait pas si un jour, eh bien, ça ne basculera pas vers autre chose. Être face à Marine Le Pen au second tour, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, très bien. On continue avec la une de Raquel. Donc, Emmanuel Macron envisagerait d'organiser un référendum le 26 mai, le même jour que les élections européennes. Référendum Macron, 2 points, piège à con. C'est votre une, Raquel. Top chrono. Alors voilà, nous y sommes. Emmanuel Macron a été élu. On vient de dire dans quelles circonstances. Et depuis 18 mois, son pouvoir est contesté. Et la légitimité de sa politique est contestée parce qu'il n'a réalisé qu'un très faible score au premier tour. Et il a été élu avec le rejet de Marine Le Pen. Et ce que le gouvernement refusait de voir, c'est-à-dire ce problème démocratique, enfin, il l'a admis, puisqu'il lui-même veut retrouver une légitimité démocratique grâce à un référendum. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? Moi, je dis juste, attention à la question. Moi, je dis qu'il y a fondamentalement une question qui est intéressante et que Macron devrait poser aux Français, c'est convoquez-vous une assemblée constituante. Les Français doivent être consultés sur le fait de savoir si oui ou non ils veulent eux-mêmes pouvoir forger des nouvelles institutions. Et il ne faut pas oublier que pour les Gilets jaunes, la grande revendication reste la démission de Macron. Voilà, là, vous y êtes, vous avez droit à 2 secondes, vous notez 2 secondes pour Raquel la semaine prochaine. Voilà. Vous savez très bien que de toute façon, soit il pose une question et il ne va pas trouver laquelle, soit il en pose 4 et c'est anticonstitutionnel. De toute façon, la réponse sera toujours non. Bilal Hassani, le chanteur qui représentera la France à l'Eurovision, est au centre d'une polémique. Il est attaqué pour avoir tweeté un message anti-Israël et pour avoir fait cette vidéo. Magnéto, Serge. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. Ces propos, c'est pas les miens. C'est ni mes écrits, ni mes pensées. Quand j'avais 14 ans, mon compte Twitter, j'étais pas le seul à y avoir accès. Voilà. Il y avait plusieurs personnes qui avaient mon mot de passe et il s'est passé des choses qui étaient hors de mon contrôle et hors de ma connaissance. Et donc, voilà, j'ai pas
J'ai pas fait attention à nettoyer, à vérifier, à revérifier, et ça, c'était une erreur de ma part. Le titre de votre une, c'est Faute avouée. Oui. Top chrono. Bah, qu'on soit clair, je concours pas pour le bisounours de la semaine prochaine. Si. Bilal, c'est pas ma cam musicale, et puis ça tombe bien parce que l'Eurovision, c'est pas ma cam non plus, et j'ai pas spécialement apprécié le mode de sélection qui était moins pour sa musique que pour le fait que ça soit un Marocain très très gai. Il est français. Ceci posé, si on pouvait lui lâcher la grappe 5 secondes, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce moment? Quand il avait 14 ans, d'avoir tweeté un truc anti-Israël, il s'en repent en plus. Donc je lui accorde mon pardon très chrétien. Ensuite, d'avoir plaisanté dans une danse un peu parodique. Alors, il faut qu'on me dise... Je rêve d'entendre ça. C'est pas parce que Bilal est arabe qu'il n'a pas le droit de plaisanter, y compris sur les attentats. Alors, je lui dis très sincèrement, Bilal, bienvenue à Tel Aviv. Wow. Bravo. Bien. Alors, maintenant, vous allez avoir toutes les unes devant vous. C'était compliqué de faire ces unes, mais on les avait toutes. C'est une mosaïque. Alors, dites-nous, si vous étiez devant un kiosque, laquelle vous achèteriez? Je pencherais pour Bilal Hassani, faut t'avouer, pour la simple et bonne raison que déjà, il a été fortement critiqué et ça, je le déplore parce que finalement, stop aux réseaux sociaux où on dit tout et n'importe quoi. Stop au fait qu'il puisse pas, sous prétexte qu'il est marocain, d'origine marocaine, pardon, il n'aurait pas le droit de. À un moment donné, il faut que cela cesse. On est dans un pays où on a des libertés. Ce gamin avait 14 ans. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas lui pardonner? Est-ce qu'à un moment donné, il est humain? Et voilà, il a peut-être fait une erreur à ce moment-là. Mais aujourd'hui, bon sang, arrêtons de revenir sans cesse sur des choses qui se sont passées auparavant et pardonnons. Alors je suis peut-être bisounours, excusez-moi, mais bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Hein. Le disque peut être rayé. Et par ici à bonne soupe, 30 secondes la semaine prochaine. Hein. Je le note. Ingrid Levavasseur, merci d'avoir été avec nous. Joachim, vous revenez tout à l'heure, puisqu'on reçoit votre idole, Francis Lalanne. Vous allez enfin le rencontrer. Voilà, c'était les unes de la semaine. Rendez-vous après la pub pour les terriens du dimanche. Bonsoir les terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans les terriens du dimanche, faut-il avoir peur du retour des djihadistes? C'est la battle de la semaine avec Jean-Louis Debré et deux députés que tout oppose, Pierre-Henri Dumont et Coralie Dubosc. Puis j'accueillerai Francis Lalanne et aussi bien sûr les terriens de Tanguy Pastureau. Et toujours les 6 mercenaires, la grande rousse avec un pull rouge, Natacha Polony, pour détourner un avion, faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido, elle est à la mode et elle taille des costards. Monia Cachemire, tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite. Franz-Olivier Gisbert, l'avocat qui se défend très bien lui-même. Gilles-William Goldnadel, la belle gueule qui ne compte pas la fermer. Notre petit reporter, Pierre Licia. Et maintenant, c'est l'heure de la battle de la semaine. Faut-il avoir peur du retour des djihadistes avec Coralie Dubosc, Jean-Louis Debré et Pierre-Henri Dumont? Alors, Coralie Dubosc, bienvenue parmi nous. Vous êtes députée La République En Marche de la 3e circonscription de l'Hérault. Oui. Jean-Louis Debré, merci. Merci d'être là, bienvenue parmi nous. Vous avez été ministre de l'Intérieur, président du Conseil constitutionnel. Vous serez notre grand sage durant cette C'est la première fois que ça m'arrive. Eh oui, vous êtes le grand sage. Pierre-Henri Dumont, bienvenue parmi nous. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais.
Et vous avez un avis bien tranché sur la question des djihadistes français détenus en zone irako-syrienne. On va en parler. Mais avant, pour poser les enjeux, l'édito de Blacko. Magnéto, Serge. Nous avons gagné contre le groupe État islamique. Et maintenant, il est temps que nos troupes rentrent à la maison. Une fois de plus, on va pouvoir accuser Donald Trump. En retirant ses troupes de Syrie, il abandonne les Kurdes à leur pire ennemi, la Turquie. Du coup, les Kurdes n'ont plus assez de soldats pour surveiller les 800 djihadistes occidentaux qu'ils ont fait prisonniers. Résultat, ils vont relâcher une centaine de Français dont on ne sait pas trop quoi faire. Faut-il les ramener en France pour pouvoir les surveiller ou bien les relâcher en Syrie en attendant qu'ils reviennent? Entre les deux, le gouvernement a choisi ce qui lui paraissait le moins pire. Je préfère qu'ils soient condamnés et punis en France plutôt qu'ils se dispersent dans la nature pour fomenter d'autres actions, y compris contre notre pays. Voilà, c'est la seule chose que je dis. Heureusement, la ministre de la Justice a précisé d'emblée que ces 130 Français n'étaient pas tous des djihadistes aguerris programmés pour mourir en martyrs. Nous pensons qu'il y a à peu près 60 à 75%, ce seraient des enfants de moins de 7 ans. Comme la République est une bonne mère, ces enfants seront rapatriés et dispersés dans des familles d'accueil. Mais que faire de la trentaine d'adultes partis combattre avec Daesh en Syrie? Vu qu'il y a déjà plus de 500 djihadistes dans nos prisons, on se demande si c'est vraiment une bonne idée de les rapatrier. D'autant que les prisons françaises ne sont pas le meilleur endroit pour se déradicaliser. À droite, Wauquiez voudrait donc interdire le retour en France des djihadistes partis à l'étranger. Les djihadistes ne doivent pas revenir en France. Marine Le Pen voudrait les déchoir de leur nationalité, comme ça se fait en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas. Les binationaux se verront appliquer une procédure de déchéance de la nationalité. Quant à Dupont-Aignan, il propose carrément de les déporter sur une île lointaine comme les Kerguelen. Ce que j'ai toujours proposé, c'est un Guantanamo contrôlé, si je puis dire. Un député LR, Pierre-Henri Dumont, proposait même des assassinats ciblés, ça a toujours été fait. Des assassinats ciblés. Ça a toujours été fait par les services secrets. En s'inspirant de François Hollande, qui aurait fait exécuter une quarantaine de djihadistes à l'étranger pendant son quinquennat. Mais alors l'élimination, alors attendez, c'est la peine de mort? Les éliminations sont des éliminations qui sont ciblées, qui ont été pratiquées déjà par différents services en Syrie, en Irak. Malgré cette surenchère de propositions pour se débarrasser définitivement des djihadistes, le problème est loin d'être réglé. On estime que 250 djihadistes français combattent toujours avec Daesh en Syrie, ce qui signifie malheureusement que les revenants n'ont pas fini de revenir. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, selon Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, une centaine de Français liés au groupe terroriste pourraient être rapatriés en France. Alors d'abord, faut-il les éliminer, comme le propose Pierre-Henri Dumont? Voilà la question. Vous voulez les tuer, quoi? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces djihadistes que les Kurdes menacent de libérer? Voilà. C'est ça la question. Les Kurdes ont dit, les Américains s'en vont, on n'a plus les hommes, on n'a plus les financements, on va libérer tout le monde. C'est une sorte de menace en réalité. Et donc, là-dessus, la première des solutions, c'est faire en sorte que tous ces djihadistes qui sont en Syrie et en Irak, ce sera beaucoup plus simple en Irak, soient jugés sur place. Oui. Et donc, après, il y aura toujours cette menace à laquelle il faut répondre. Et si c'est mis à exécution, à savoir que 10 ou 15 djihadistes français sont libérés, sont remis dans la nature par les Kurdes, il y aura des décisions à prendre pour éviter qu'ils puissent revenir en France. Parce que moi, j'estime, et on est tous d'accord sur ça au niveau des Républicains, qu'on ne peut pas accueillir et réaccueillir des djihadistes français. Pourquoi? Parce que, on considère qu'ils sont plus français. Christophe Castaner a dit qu'ils étaient français avant d'être djihadistes, on considère qu'ils sont djihadistes avant d'être français. Et que deux, ils ont brûlé leur passeport, ils ont brûlé leur carte d'identité, ils ont renié l'ensemble des valeurs qui forgent et qui forment la nation France. Et d'autant plus que une fois en prison, on ne sait pas comment faire pour les déradicaliser. La déradicalisation, ça ne marche pas. Si on les met en prison, il y a 3 solutions. La première des solutions, c'est on les met avec les détenus de lieux communs. On n'arrivera jamais, évidemment, à éviter qu'ils fassent preuve de prosélytisme. Soit on les laisse entre eux dans des quartiers haute sécurité où ils vont s'auto-convaincre et au bout de 30 ans, ils seront libérés avec des idées encore plus folles. Soit on les met en isolement pendant 30 ans et ce n'est pas une solution non plus. Et donc c'est pour ça que la seule solution consiste à ce qu'ils restent sur place en Syrie et en Irak. Voilà, bon, ils restent sur place, ceux qui sont libérés par les Kurdes ou vendus par les Kurdes, parce que les Kurdes peuvent les vendre aussi, attention, à ce moment-là, qui les tue? Les services secrets français? Comme ça a pu être le cas auparavant, comme ça a été dit par François Hollande, comme les exécutions homo, il appelle ça. Comme ça a été dit également par la ministre des Armées, qui a expliqué qu'il y avait des... c'était pas très grave s'ils restaient sur le théâtre d'opération. Il y a ces personnes, si elles sont en liberté, si elles menacent la France, elles menacent de rentrer clandestinement à nouveau en France, il faut prendre des décisions pour protéger les Français. Coralie? Quand j'entends sur les assassinats ciblés,
Moi, j'entends le propos, j'entends la peur à laquelle ça répond, et je n'y suis mais absolument pas favorable, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'y crois pas. Je pense que si on relâche ces gens dans la nature, on va les perdre. On va les perdre. Il y aura peut-être certains assassinats et puis il y aura des gens qui nous échapperont et qui un jour peuvent revenir sur le territoire français de façon libre, de façon détournée. Et ça, c'est hors de question à mes yeux. Ma première préoccupation, c'est la sécurité. Et de ce point de vue-là, quand vous gérez le rapatriement, vous contrôlez. La deuxième raison, c'est aussi, je dois le dire, pour moi, celle des principes. Mon point de vue personnel, c'est que je ne veux pas que nous répondions à des situations d'obscurantisme par de l'obscurantisme. Ça, réellement, je ne le souhaite pas. Voilà. Jean-Louis Debré. Moi, je ne peux pas accepter, compte tenu de l'état de droit dans lequel nous vivons, qu'on décide, sans preuve, uniquement sans procès, de mettre les maîtres devant un mur et les descendre. Ce n'est pas un état de droit. C'est pas d'ailleurs l'état du droit. C'est pas l'état du droit. Monsieur le ministre. Je vous ai pas interrompu. Quand j'étais président de l'Assemblée, on ne parlait pas n'importe comment. Alors on se fait. Vous savez, vous n'allez pas me faire la leçon, monsieur le ministre. Vous avez eu votre temps de parole. Oui, mais bien sûr, mais vous m'avez interrompu, je vous interromps. Non, je ne vous ai pas interrompu, j'ai fait une précision. Donc nous vivons dans un état de droit, et que par conséquent, ces gens qui sont de nationalité française ont à rendre compte en France de ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont porté des armes contre la France. Bien. Aujourd'hui, on remet, ou on remettrait ces hommes et ces femmes, je ne fais pas de distinction dans les ennemis de la République et les ennemis de la France entre un homme et une femme. Ces gens qui sont partis dans ces pays ont porté aide et assistance, ou directement, à des gens qui portaient l'arme contre la France. Ils ont donc à répondre chez nous de leurs agissements. Et l'honneur d'une démocratie, l'honneur d'un état de droit, c'est que s'ils franchissent la frontière, s'ils reviennent, qu'ils soient jugés, qu'ils aient droit à un procès, car la justice dans ces pays-là, je m'en méfie, mais qu'ils ont droit à un procès, à un avocat, et que la justice les condamne et les mettre en prison. Si vous rentrez dans une stratégie qui consiste à tous les ennemis de la République à les fusiller, on est revenu dans une surenchère qui, moi, c'est pas mon pays. Voilà. D'accord. Alors maintenant, non. On va faire un tour de table. Natacha Polony, brièvement. Brièvement, ces gens sont partis faire la guerre contre la France, mais aussi mener des exactions absolument atroces contre le peuple syrien. Je ne pense pas qu'il faille les fusiller, je suis totalement contre, d'autant plus que là, pour l'instant, ils sont prisonniers. En revanche, je ne crois pas une seconde que s'ils revenaient en France, ils seraient jugés de telle sorte qu'on puisse établir les preuves de ce qu'ils ont fait, puisque c'est absolument impossible, depuis la France, d'établir des preuves de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Bravo. Donc, si on était capable, en France, d'utiliser la notion d'intelligence avec l'ennemi, de décider qu'ils sont partis dans une organisation qui avait déclaré la guerre à la France et que donc ils se sont rendus complices d'intelligence avec l'ennemi et donc qu'ils sont passibles de 30 ans de prison, je pourrais éventuellement me dire qu'on peut les faire rentrer en France puisque je saurais qu'ils pourraient être bouclés pour 30 ans. Hélas, ça n'est pas le cas, donc je suis très perplexe sur le fait de les faire revenir. L'incrimination d'intelligence avec l'ennemi existe. Bien sûr, pourquoi donc, ne l'utilise pas? Mais vous n'avez pas encore... D'abord, on ne sait pas qui est-ce, on n'a pas le nombre, et s'ils sont présentés à la justice devra dire quels sont les délits ou les crimes que l'on doit lui reprocher. Et dans les délits et les crimes, aurait pu utiliser cette notion et personne ne l'a fait. Je trouve ça dommage, ça aurait pu déjà... J'avais dit brièvement. Pierre. Faisons preuve de pragmatisme. Il y a quand même des prisonniers, des chefs de guerre, des chefs de bande là-bas, qui peuvent nous apporter des renseignements quand même sur cette guerre qu'on fait contre le terrorisme. Et ces gens-là, c'est important de les avoir sous l'autorité de la France, de pouvoir les faire parler tout simplement, de pouvoir remonter les filières. C'est tout ce que je dis. Quant aux assassinats ciblés, lorsqu'ils sont combattants, évidemment que la guerre, ça fait des morts. En revanche, quand ils sont prisonniers, je ne suis pas pour les fusiller. C'est ça que je dis que s'ils étaient libérés. On passe à Raquel. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Je me méfie d'abord de la préconisation de loi du talion.
C'est pour ça que dans une société civilisée, c'est pas individuellement qu'on règle nos comptes, mais que c'est la justice selon des procédés. Et c'est ça la civilisation. Parce que si nous-mêmes, on fait la loi du talion, à ce moment-là, on vaut la même chose qu'eux. Parce que eux ont des systèmes de civilisation qui abolissent nos libertés, qui abolissent la justice. Bon, je dis pas que notre système judiciaire, il est parfait, bien loin de là. Parce qu'en France, aujourd'hui, actuellement, et moi c'est ça qui me fascine, par exemple, dans un discours comme le vôtre, j'entends des gens qui critiquent la loi du talion quand des gilets jaunes décident de se faire justice eux-mêmes, parce qu'on l'a vu, hein, Christophe Détinger, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait justice lui-même. Vous ne pouvez pas comparer les gilets jaunes à des terroristes génocidaires. Je parle de principe. Attendez, vous ne pouvez pas comparer les deux. Les principes, monsieur, ça s'applique en tout moment. S'ils sont à géométrie variable, ce ne sont plus des principes. Et donc, si vous êtes capable de critiquer Christophe Détinger parce qu'il s'est fait justice lui-même, vous devriez avoir honte de dire vous-même qu'il faut appeler à tuer des gens. On parle de génocidaires. On parle de génocidaires. Golnadel, on fait un tour de table. Il arrive, et c'est pour ça que je te le dis avec toute la sympathie que j'ai pour toi, Jean-Louis, je ne suis pas d'accord avec toi, il arrive que la morale peut parfaitement rejoindre le droit. J'aimerais savoir ce qu'on a moins que les Anglais pour pouvoir les déchoir de leur nationalité. Ce ne sont plus mes compatriotes. Ils ont trahi leur pays. On peut parfaitement, même si M. Hollande François a calé, les déchoir de leur nationalité. Ensuite, de toute manière, je répondrai une seconde là. La déchéance de la nationalité existe dans la Constitution française depuis 1791. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais tous les traités internationaux disent qu'il ne faut pas en faire des apatrides. Non, c'est faux, ça n'a pas été ratifié. Très bien. Ça n'a pas été ratifié. Je pense que dans les procès... Comment ils font les Anglais, Jean-Louis? Comment ils font les Anglais? Comment ils font les Anglais? Les Anglais ne font pas la même analyse que M. Debré Jean-Louis et considèrent que lorsqu'on a trahi sa patrie, on peut être déchu de sa nationalité. Deuxièmement, et Natacha l'a très bien dit, quand ils vont, si jamais à Dieu ne plaise, ils sont jugés ici, ils diront tous qu'ils ont fait la cuisine, qu'ils n'ont rien fait. Et les juges français, dont certains j'ai aucunement confiance, ceux qui ont libéré le type qui a été égorgé, notre prêtre, et celui qui a fait l'attentat de Nice, ils les libéreront. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, je n'ai aucun état d'âme. D'abord, la Syrie, elle est parfaitement à même de pouvoir juger ces gens-là. Et sinon, je propose de revenir sur ce quoi M. Hollande a calé, les déchoirs de leur nationalité. Monia? La première question, c'est comment font les autres pays? La plupart des pays arabes, eux, ont choisi d'autoriser la liquidation sur place. La Russie et l'Allemagne, eux, veulent les rapatrier. D'ailleurs, la Russie a déjà rapatrié des djihadistes l'année dernière. L'Angleterre, le Pays-Bas et l'Australie, eux, veulent destituer la nationalité. Mais nous, en fait, le problème, c'est que les Français, on se retrouve face à un dilemme, face à un casse-tête, parce que soit on les laisse là-bas, ils se perdent dans la nature, et on peut se retrouver avec des djihadistes qui peuvent être utilisés comme des monnaies d'échange par la Russie ou par la Syrie dans des négociations politiques, soit nous on les ramène. Alors le problème c'est le procès, est-ce qu'on va trouver des preuves? Les incarcérés, est-ce qu'il y a de la place? Donc tout le monde parle d'un Guantanamo à la française. Moi je pense que peut-être pour ce désir de vengeance que l'on a tous, parce qu'on a tous les attentats du Bataclan, on a tout ça dans notre traumatisme, dans notre mémoire collective, pourquoi pas penser à un Nuremberg à la française et instaurer le crime de terrorisme, comme Nuremberg a instauré le crime contre l'humanité. Et là, peut-être qu'on aurait... Ça existe, ça existe. Mais ça existe. Non, pas le crime de terrorisme. Mais ça existe. L'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes terroristes existe. Oui, peut-être qu'il faudrait faire ce procès-là. En tout cas, le procès de Mehdi Nemmouche, qui a lieu actuellement, montre à quel point c'est utile un procès. Parce qu'il y a un cheminement, il y a des témoignages. On a entendu cette semaine les témoignages, notamment des otages. Olivier veut parler. C'est intéressant d'entendre ça. Alors, oui, en Belgique. En France, il ne faut pas l'oublier, un vieux courant pétainiste, lâche. Et il faut reconnaître qu'il a un peu contaminé la justice. Je suis désolé de le dire. Moi, j'ai confiance en général dans la justice de mon pays. Mais quand je vois l'attitude de certains juges avec les djihadistes, mais c'est proprement honteux. Honteux. Ils ont relâché des gens qui tout de suite sont allés faire perpétrer des massacres, tuer des gens, tuer ce pauvre prêtre, etc. C'est toujours la même histoire. Ce sont des djihadistes qui ont été relâchés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Enfin, c'est très bien la solution. C'est effectivement le Nuremberg, c'est-à-dire quelque chose d'absolument violent, qui a été éducatif, qui a été formidable. Quand vous regardez les images du procès de Nuremberg, c'est Safar qui était là, qui avait réglé des comptes et qui avait l'air minable. On peut le faire, la même chose, avec ces djihadistes les uns après les autres. Alors vraiment un truc éducatif, mais violent et fort, avec des peines très violentes. Jean-Olivier,
on ne peut pas dire, ici, autour de la table, que les magistrats sont lâches. Je ne vais pas dire globalement, je dis certains. J'oublie pas, j'ai été longtemps magistrat, ouais, je sais. Action Directe, ouais, je sais. les brigades communistes combattantes, la bande Abadère, on les a arrêtés, j'en sais quelque chose. Bravo. Et ils ont été condamnés, ils n'ont pas été relâchés. Donc arrêtons ici autour de la table avec un verre. C'était il y a très longtemps, hein. Oui, bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, la déchéance de nationalité, je suis désolé, après la vague d'attentats de 1995 que j'ai bien connue, il y a eu des déchéances de la nationalité. On peut le faire, mais qu'on le fasse. Ben voilà, c'est ce que je dis. Oui, mais qui va le faire? Le gouvernement et la justice. Coralie, alors. Ce que je voudrais dire, c'est que la Cour de cassation est allée aussi plus loin sur le texte qui existait sur l'association de malfaiteurs, intelligence avec l'ennemi, et elle a décrété, justement, enfin elle a déclaré, parce qu'elle ne décrète pas, mais elle a décidé que désormais, il suffisait de prouver l'appartenance, la simple appartenance à ces groupes, c'est-à-dire le fait d'y être allé pour être condamné à ces crimes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin du même niveau de preuve que ce qu'on avait auparavant. Donc punir plus sévèrement est possible. On a l'arsenal juridique. Oui, on l'a déjà. Alors ça, c'est une question politique. C'est aux politiques maintenant d'appliquer l'arsenal juridique. Je me retourne pour éviter. Je me retourne vers vous, dernier mot. À vous maintenant. Voilà. La durée moyenne d'incarcération d'un djihadiste en France, c'est 6 ans. 8 ans et 2 mois. Oui, d'accord, c'est pareil. 50 à 60% des djihadistes qui sont revenus de Syrie et d'Irak depuis le début des phénomènes seront libérés d'ici 2020. Voilà. À un moment donné, il faut aussi voir la vérité en face. La vérité en face, c'est qu'on ne sait pas gérer en prison ces personnes. Il n'y a aucune bonne solution. Parlons de choses réelles. Oui, est-ce que vous comprenez ce que Castaner dit? Ils sont français avant d'être djihadistes. Il signifie qu'ils sont des enfants de France et que la France a la responsabilité de traiter ces situations à partir du moment où les pays dans lesquels ils sont prisonniers ne veulent plus gérer ces situations. Non, ce n'est pas faux. Du point de vue du droit international, c'est juste. Ce que je voulais ajouter au sujet du Bataclan, moi je me souviens aussi des phrases qui ont été dites à ce moment-là par certaines des victimes qui ont survécu ou des proches des victimes. Et c'était bouleversant, on a tous été bouleversés parce qu'on a pu entendre, lire, voir à ce sujet. Il y avait des personnes, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. Quelqu'un avait dit « Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. » Mais c'est important. Vous sélectionnez les victimes. Hein. Non. Ah oui. Non, ce que je vous dis, c'est qu'il est important qu'on reste un état de droit. Qu'on ne mette pas à mal. Là, elle va l'avoir. J'ai le droit de vouloir éradiquer le fascisme, parce que cet islamisme. Je ne suis pas loi d'Italien, on ne s'entendra pas là-dessus. Je ne suis pas du tout loi d'Italien. Revivre la Seconde Guerre mondiale. On a complètement oublié l'histoire. On a trop laissé faire. Mais je n'ai pas oublié l'histoire. Mon père, il a fait des guerres. Ma grand-mère, elle a connu les guerres. J'en ai parlé avec eux. Je connais leur traumatisme. Je sais ce que ça fait. Je ne pense pas que la violence soit une réponse durable à la violence et qu'on ne doit pas sombrer dans l'escalade. Le nazisme on ne doit pas. Mais la fermeté, oui. Pas la violence avec assassinat. Golnadel. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Dès l'instant où vous avez expliqué que, y compris sur le plan juridique, on pourrait les déchoir, je n'arrive pas à comprendre sur quel fondement psychologique vous arrivez encore à vous sentir dans l'obligation... Je savais pas que j'étais venu en analyse, c'est intéressant. Mais c'est important, la psychologie. Oui. C'est pas rien, la psychologie. Même pour un avocat. Mais bien sûr, surtout pour un avocat. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous continuez à vous mettre dans cette voussure excessive sur le plan moral de devoir accueillir ces salauds. Il y a quelque chose qui me dépasse, franchement. Vous avez le droit d'employer les qualitifs que vous voulez. Ah bah oui, Gisbert, répondez-lui. C'est ad hominem, donc je réponds à la question. Juste, moi je vous l'ai dit au tout début, et je reviens là-dessus, je suis préoccupée aussi et surtout par la sécurité des Français. Je pense que ce n'est pas une solution durable, que quand on les aura déchus, si on ne traite pas les situations, on revient à la situation de départ qui était s'ils s'éparpillent et s'ils reviennent par d'autres biais, s'ils font d'alliance ailleurs. On n'avance pas. Raquel ? Moi, je ne suis pas d'accord avec Castaner quand il dit que les djihadistes sont français avant d'être djihadistes. Je pense qu'eux sont djihadistes avant d'être français et qu'on ne peut que le constater. Être français, ce n'est pas qu'un document. C'est un attachement patriotique, c'est une notion d'attachement à la nation. Et à partir du moment où on se met soi-même à l'extérieur de la nation, on n'est plus dans la nation. Mais cela dit, les amis, c'est pas parce que j'ai cette conception très civique de la patrie qui me permet à moi, par exemple, qui ne suis même pas née en France, d'être une vraie patriote. Et vous voyez, donc comme quoi, ce qui fonde notre patriotisme, c'est pas simplement des bouts de papier. Mais c'est pas parce qu'ils ne seront plus français qu'on aura réglé le problème de sécurité. C'est là où je vous suis plus du tout. C'est que les gars, une fois que vous leur avez enlevé la nationalité, ils sont quand même dangereux.
Donc, il faut de toute façon que nous puissions utiliser les moyens du 6e pays plus riche du monde pour appréhender ces personnes, pour éviter qu'elles refassent de nouveaux attentats. D'accord, oui. Natacha, à vous. Ce qui ressort de cette discussion, c'est que finalement, nous avons toutes les armes juridiques et que jusqu'à présent, nous ne les avons jamais utilisées. À chaque fois que nous avons eu à traiter le cas de djihadistes, nous n'avons pas utilisé, par exemple, la question de l'intelligence avec l'ennemi qui existe. C'est dans l'état de droit. Vous dites qu'il faut préserver l'état de droit. C'est dans notre état de droit. Donc, pourquoi un procureur n'utilise-t-il pas cette notion? Tant que ça ne sera pas fait dans des procès concernant des gens qui ont tenté des attentats terroristes, nous pourrons avoir un doute sur la volonté réelle de traiter avec fermeté le retour des éventuels djihadistes. Un mot, là, c'est fini, là. Je vous parlais juste tout à l'heure de la théorie de la thèse de l'effondrement. Ben, on y est, en fait. Ah, oui. Les collapsologues avaient raison. L'effondrement de notre civilisation. L'effondrement, déjà en 39, en 40, c'est oui, mais on y est. Voilà, 2030, c'est dans pas longtemps. Les Allemands, ils ont mis 3 semaines pour la Marseille, tu vois. Juste 2 mots pour conclure. Oui, c'est vous qui Personne n'a envie de revoir ces personnages, c'est clair. Deuxièmement, nous avons dans la justice des gens courageux, nous avons les lois qui sont faites pour adapter à ces situations. Il y a une cour d'assises spécialisée dans le terrorisme, nous avons les juridictions, nous avons les textes, appliquez-les. Merci, monsieur Debray. Coralie Dubos, merci d'avoir été avec nous. Pierre-Henri Dumont, merci d'avoir été avec nous. Jean-Louis Debray, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la battle de la semaine. On se retrouve après la pub avec Francis Lalanne. À tout de suite. Rebonsoir le Canal du Dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony. Moi je reste attaché à la douce personne. Raquel Garrido. Les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on danse pas. On est là pour voir un Monia Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je... Franz-Olivier Gisbert. Le temps dure longtemps. Gilles-William Golnadel. Je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Et notre petit reporter, Pierre Lissiard. Et moi je voulais une moustache. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Je ne vais pas vous réexpliquer chaque semaine, vous regardez une vidéo, vous dites ce que vous en pensez, c'est clair. On commence, direction la Russie, Serge. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, left the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, and we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. Il y a un truc, chaque semaine, il y a un truc sur les ongles, et vraiment une obsession des ongles, sexy, quoi. avec une musique incroyable. Ah, oui. Monia, ça vous plaît, ça? J'ai le droit de dire un truc. J'en peux plus de vos vidéos sur la manicure, et à chaque fois, on me pose la question. C'est quoi, manicure furoncle, manicure djihadiste? Mais j'en peux plus. J'arrive à trouver des vannes sur tout, mais là, j'ai pas Et surtout, on se demande si les types ne fabriquent pas des nouveaux faux ongles pour l'émission. Parce que moi, on est les seuls à en parler. Chaque semaine, ils regardent, chaque fois, ils rigolent. Où on parle, alors que les mecs, toutes les semaines, ils inventent moi, je suis un truc très en disant, obsessionnel. on va en parler au terrien du dimanche. Non, mais quand il y a une offre,
il y a une demande, donc il y a forcément une demande quelque part. Il y a des cinglés qui ont besoin d'avoir des Enfin bon, c'est quand même 2019 le collapse quand même. Là, non, oui, non, mais c'est l'effondrement. C'est la théorie de l'effondrement. C'est l'effondrement. On est au cœur de l'effondrement là. Le monde va très mal. Le monde va très mal, oui. C'est drôle. Direction le Japon. Pierre, ça vous amuse ça. Non mais ça m'amuse, mais en fait... C'est un peu comme chez vous finalement. Dans le 18e. C'est un peu le 18e. Quoi. Non, parce que là, elles sont ramassées, les ordures. Ah, bien. J'ai plus rien à dire. Moi, franchement, je trouve que c'est une idée géniale. Il faudrait mettre ça partout pour que les gens soient conscients. Oui. Parce que c'est quand même ça. Oui. On est mais oui, parce que ça commence par chaque personne. Je suis désolé. Natacha, ça vous gave, vous, non? C'est-à-dire que je ne vois pas bien l'intérêt, en effet, dans la mesure où ça devient une espèce d'attraction. Oui. Ça marche 2 minutes. 2 minutes, ils vont se dire oh là là, mon Dieu. Et puis au fond, tout le monde s'en fout. Après, ils sont en train de voir leur verre. Il y a quand même d'autres manières de prendre conscience. Mais quel gâchis. Non, mais je ne crois pas que de mettre en place des gadgets serve beaucoup. C'est un changement de système et c'est un changement de mentalité. La prise de conscience, elle ne doit pas se faire quand on va juste boire un verre. Elle doit se faire à n'importe quel moment quand on utilise des objets. Direction l'Italie, Serge. T'as vu? J'aime pas. Non, ça ne m'inspire rien. Ah oui, c'est marrant. Mais je suis désolé. Bon. Ça te plaît pas, toi? Non, mais fais gaffe, si tu continues comme ça, je te mets ton truc jamais content, là. Ouais. Ah non, alors non. Je suis carrément méchant, jamais content. Voilà. Et là, chaque fois que tu feras le museau, tu auras jamais content. Je vais faire ma gueule. Je ne veux plus de museau. Bon, je vais me calmer. Hein. C'est Guillaume Museau. Ça y est. Ah, moi, je cède complètement aux menaces, moi. Non, mais... Pardon, moi je préfère les femmes, donc ça m'inspire rien. C'est très génial. C'est génial. Ouais, mais d'abord, moi je vous défends. Le loup particulièrement. Le loup est très beau, oui. Mais surtout, Johann Statter, c'est un Italien, c'est un artiste qui gagne à chaque fois tous les concours de body art. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi c'est un philosophe qui habite dans le Tyrol, dans les Alpes. Il habite dans la montagne avec des animaux. Bon. Et son art a une philosophie. Son art, c'est pour montrer que l'humain doit s'adapter aux animaux et non l'inverse. Et tu sais combien de temps ça met, ça? Il met 8 heures de maquillage. Eh bien, je suis passé complètement à côté. La maquilleuse de Thierry aussi, elle met 8 heures. Ça pour autant qu'on en parle. Le résultat est là. Et là, résultat est là. J'ai 12 ans et demi. Alors, bon, direction les États-Unis. C'est la preuve, en tout cas, que le génie existe. C'est facile, parce que c'est un génie. Mais n'oublions jamais que Mozart, il a composé ses premières musiques à démenuées à 6 ans. Hein, et puis que Michael Jackson aussi. Et Jordi aussi. Direction la Chine, Serge.
C'est un peu comme Macron qui a déclaré « Je marche sur la glace ». C'est un peu pareil, c'est une espèce de macronisme géant. Non, mais c'est finalement assez banal. Moi, quand j'étais au Québec, quand j'étais enfant, dès que les petits lacs étaient glacés, on faisait du patinage ou de la pêche. J'aime bien vos souvenirs. Oui, c'est bien quand on a les souvenirs. Bon. Voilà, c'était le zapping des terriens. Et maintenant, j'accueille Francis Lalanne. Ça s'est bien passé l'escalier là. Ça s'est bien passé. Mais j'ai tenté le tout pour le tout. Hein. Oui. Je me suis dit, voilà, quitte à me fracasser. T'as réussi, t'as réussi. Alors, vous avez un slogan, comme tous les invités, Francis. Dites-moi s'il vous va. Il a les cheveux longs, mais il est toujours à la pointe. Wow. Et vous avez un sampleur. Faut-il pour être libre avoir les cheveux longs. Alors, Francis Lalanne, vous êtes un artiste engagé et pourtant toujours inclassable. Comment avez-vous réalisé cet exploit? Votre portrait par Stéphane Blakowski, Magnéto Serge. 1958, Francis Lalanne naît à Bayonne. Il passera ensuite une partie de son enfance en Uruguay, d'où sa mère est originaire. De retour en France, il s'inscrit au conservatoire à Marseille, passe son bac et monte à Paris étudier la littérature à la Sorbonne. 1979, premier album, premier succès, Francis décroche un disque d'or. Il y en aura d'autres. Lalanne enchaîne les disques et multiplie les concerts qui durent parfois plus de 5 heures. En 86, il coproduit Le Passage avec Delon dans le rôle principal. Francis compose la chanson du film qui passe 6 semaines en tête du top 50. Pense à moi comme je t'aime. En 87, il interprète Don Juan dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, encore un succès. 1992, son album Tendresse est double disque d'or, mais Francis se fâche avec sa maison de disques. Peu importe, en 96, le revoilà au théâtre, nominé au Molière du meilleur acteur pour L'Affrontement avec Jean Piat. L'année suivante, il publie un recueil de poésie qui obtient le prix Tristan Tzara qui avait récompensé Houellebecq 5 ans plus tôt. Oui mais voilà, Francis ne sort plus de disques. Du coup, les télés ne l'invitent plus et il disparaît des écrans. 2003, Francis relance sa carrière en participant à une émission de télé-réalité de Canal+, où il est filmé 24 heures sur 24. Quand je compose ici, j'ai la sensation très claire que les arbres m'écoutent. Lalanne devient un personnage culte. Toujours à fond sur ses passions, il revendique le titre de supporter numéro 1 des Bleus. Francis se lance aussi en politique. Il est candidat écolo aux législatives à Strasbourg en 2007, aux municipales à Montauban en 2008, aux européennes dans le Sud-Ouest en 2009, puis dans l'Essonne contre Manuel Valls en 2017. Au final, il ne dépassera jamais les 5%. 2019. Depuis l'an dernier, Francis est à fond derrière les Gilets jaunes. Il veut créer une liste aux européennes et dénonce les violences policières. Personne n'a le droit de faire ça. Personne n'a le droit de tirer sur des gens innocents. Qui marchent tranquillement dans la rue. Parce que c'est eux qui créent la violence, hein. C'est Castaner et Macron qui créent la violence et qui sont à l'origine de tous ces crimes contre l'humanité. À bientôt 60 ans, Francis n'a pas l'intention de prendre sa retraite. La preuve, il est ce soir chez Ardisson. Et voilà, Francis Lalanne. Bonsoir. Bonsoir Francis Lalanne. Alors, on le voit, vous êtes un citoyen très engagé. Oui. Actuellement, les Gilets jaunes sont très nombreux à dire ce que vous dites, c'est-à-dire à vouloir exercer directement la souveraineté plutôt que de passer par des élus qui soient présidents ou députés, mais ils se font péter la gueule. Alors vous avez dit, vous, à propos des violences policières, que c'était un crime contre l'humanité. Ce sont des mots très forts. Oui. Vous persistez, vous signez? Alors, moi j'ai envie de vous répondre ce que vous répondrez, l'article 7 du statut de Rome. L'article 7 dit, lorsque une puissance étatique pour des raisons politiques, après avoir identifié clairement une collectivité à l'intérieur de la société, porte atteinte
à des membres de cette collectivité, porte atteinte à leur intégrité physique ou morale et procède à des arrestations abusives, etc., eh bien, il y a crime contre l'humanité. Après, vous me direz, quand on dit le mot crime, il y a des degrés dans le crime, mais dans tous les crimes, il y a des degrés. Et c'est pas parce que, comment vous dire, c'est pas parce que c'est pire ailleurs que c'est bien chez nous. Vous êtes chanteur, vous n'êtes pas juste citoyen. Et vous êtes un chanteur engagé et vous connaissez bien l'Amérique latine. Votre maman est uruguayenne. Moi, je suis d'origine chilienne. Ah, así que podemos hablar espagnol. Qué linda. Vous et moi savons que dans les grands mouvements populaires d'Amérique latine, il y a toujours eu des grands artistes qui ont chanté ces révolutions. Ouais. On peut écouter par exemple Víctor Jara. Voilà. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Il faut de l'estomac quand même. Je chante. Il faut de l'estomac. Non, arrête, cet homme a été tué. Il faut de l'estomac quand le Venezuela, en ce moment, est sous la botte de nous chanter les poètes marxistes. Excuse-moi. Bien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de Víctor Jara des Gilets jaunes? Je ne sais pas, il porte sans doute un autre nom. Après, j'ai rencontré énormément d'artistes dans ce mouvement, il y en a plein. Et simplement, je suis heureux que vous rappeliez la mémoire de Víctor Jara, qui était un immense artiste qui s'est fait couper les mains dans le stade de Santiago parce qu'il refusait d'arrêter de chanter, de jouer de la guitare. Moi-même, j'ai été expulsé à un moment donné du Chili de Pinochet parce que j'avais chanté une chanson en espagnol à la mémoire de Víctor Jara. Et on m'a raccompagné à la frontière, je chantais à Viñas del Mar à l'époque. Et simplement, vous dire en espagnol, je ne résiste pas à vous le dire, c'est qu'en tout cas, il y a une chose qui s'est vérifiée toujours dans l'histoire. C'est que el pueblo, on le dit ensemble, el pueblo unido jamás será vencido. Voilà. Monia. Alors, Francis Lalanne, ce qui me fascine chez vous, c'est ce rapport si particulier que vous entretenez avec l'argent. Par exemple, j'ai appris que vous gagnez de l'argent plus jeune en vous déguisant en aveugle avec un chien et une canne devant les églises. Et c'était comme ça que vous grattiez de l'argent. Et des fois, vous alterniez, vous faisiez passer pour un faux muet. C'est vrai ça? Quand j'étais étudiant, il fallait parfois gagner de l'argent. Alors j'essayais de le faire en chantant. Plus je chantais mes chansons, moins je recevais d'argent. Et quand je chantais des chansons en yaourt anglais, comme ça, oui, ça faisait ting, 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 mais moi, ça me donnait pas une très belle image de moi chanteur, vous voyez. Donc, pour essayer de conserver un peu l'estime de moi, j'ai renoncé à certains moments à chanter parce que ça ne me rapportait rien du tout, surtout mes chansons. Et donc, j'ai cherché d'autres façons de pouvoir faire la manche. Et je confesse, et je m'en excuse peut-être auprès des vrais aveugles, j'ai peut-être, empoché la recette d'un vrai aveugle en me mettant à la sortie des églises et en jouant à l'aveugle, mais il fallait bien manger. Mais j'ai appris aussi que vous n'avez pas de compte en banque. Depuis 1993, vous êtes sans domicile fixe, vous ne possédez pas de lieu et vous dormez chez les uns, chez les autres. En fait, c'est quoi? Vous êtes un radin ou est-ce que vous voulez vivre comme Diogène? C'est quoi le truc? Diogène est mon maître spirituel. Diogène qui vivait non pas dans un tonneau mais dans une amphore. Et Diogène, un jour, voit des enfants boire de l'eau dans leurs mains et décide de briser son verre en argile parce qu'il se dit si on peut boire dans sa main, on n'a pas besoin d'un verre en argile, c'est ma philosophie. Vive Diogène. Donc voilà. C'est la frugalité heureuse. Gilles William. Oui. La frugalité heureuse. C'est Pierre Rabhi. Voilà. C'est Pierre Rabhi. Oui. Ouais. Moi, je suis très embêté, Francis. Parce que autant j'apprécie, vous le savez, le poète-chanteur que vous êtes et que j'ai toujours défendu, même quand on le charriait un peu, autant, pardon, je vous conteste tout magistère intellectuel et moral pour incarner quoi que ce soit en politique. Et j'avoue qu'en vous écoutant, ça me fait un peu peur parce que, d'abord, vous prenez d'une certaine manière, non pas le pouvoir de la rue, c'est encore pire, c'est le pouvoir de la foule. Et donc, il n'y a rien de pire pour moi que la poésie en politique. La poésie en politique, elle a créé les pires cimetières sous la lune. C'est pour ça que j'aime le chanteur, moins le politique. Je ne suis absolument pas choqué par le fait que vous contestiez mon point de vue. C'est la base même de ce que je défends, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire la capacité justement je crois en votre sincérité. De confronter les idées. Aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent ce que je soutiens doivent apporter la preuve qu'ils sont pertinents et qu'ils ont les moyens, finalement, aujourd'hui, de fonder leurs rêves. Vous savez, je crois beaucoup à l'utopie. Alors, la poésie, l'utopie, pour moi, sont des outils merveilleux pour la politique. Ils n'ont pas forcément des armes fatales comme le sont les flashballs, les LBD et les grenades de désencerclement qui mutilent tous les jours des citoyens français innocents. Non, mais par exemple, l'utopie. Les plus grandes utopies, c'est le nazisme et le communisme. Alors,
Je voudrais vous parler de l'utopie. Méfiez-vous des utopies. Je me méfie des mauvaises utopies, mais pas des belles. Et certainement, il y a plusieurs visions de l'utopie. On peut voir l'utopie comme la production d'un rêve irréaliste, mais on peut voir aussi l'utopie comme la critique de l'existant. Et lorsqu'on projette une société idéale, on critique l'existant. Et je crois que c'est la vertu du rêve et la vertu de l'utopie que de critiquer l'existant. C'est pas mal ce qu'il dit. Excusez-moi de le dire. Bravo Francis. T'as pas perdu la main, fils. Et maintenant, alors il y a un député qui était à La République En Marche, qui est passé maintenant à l'UDI et qui rêve de vous rencontrer. J'accueille à nouveau Joachim Sonneforger. Vous connaissez tous les deux, non? Pas encore. Ah non, vous êtes jamais rencontrés, c'est bien la première fois. La vérité, c'est qu'on s'est croisés, on a échangé un petit peu. Au sommet des escaliers, oui, comme tout le monde. Alors, Joachim, on a parlé des Gilets jaunes au début de l'émission. Vous voulez être leur casque bleu, puisque vous souhaitez faire l'intermédiaire donc entre Éric Drouet et Emmanuel Macron. Vaste tâche. Pourriez-vous vous associer à Francis Lalanne dans son combat auprès des Gilets jaunes? Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce que je veux, c'est que les gens arrêtent de se foutre les uns sur les autres en France. C'est très triste. Il y a des raisons néanmoins à cela. Et donc, pour les résoudre, je pense que, quelles que soient les idées, justement, hors des dogmes, hors des carcans, eh bien, il y a toutes les raisons du monde de vouloir laisser les gens se réunir autour d'un intérêt commun. Mais si on pouvait trouver un truc qui casse le combat classique entre les pauvres et les riches, bon, j'aurais beaucoup d'ennemis parce que finalement, ça pèterait un petit peu la raison d'exister de beaucoup de gens en politique. Mais ce serait chouette, au fond, cette utopie. Soirée utopie. Alors, vous êtes heureux de rencontrer Francis Lalanne, en fait, parce que vous adorez la chanson qu'on adore tous. Ah oui. Et là, maintenant, on va se faire un grand kiff, mesdames et messieurs. Un grand kiff. Là, je l'avais on va entendu depuis longtemps. écouter Pense à moi comme je t'aime. La terre qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. Merci. Bravo. Non, juste un mot, parce que c'était très important pour moi de le dire. J'ai lancé sur change.org une pétition où j'accuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons parlé, nous avons échangé là-dessus, M. Macron et M. Castaner de crimes contre l'humanité par rapport à l'article 7 du statut de Rome. Et j'engage toutes les Françaises et tous les Français qui seraient d'accord avec mon point de vue à signer cette pétition, et à ceux qui ne sont pas d'accord, bien sûr, de ne pas la signer. Écoute, Francis, ça m'a fait très plaisir de te retrouver, vraiment. Merci. Francis, merci d'avoir été avec nous. Joachim, merci d'avoir été avec nous. Voilà, on se retrouve après la pub avec les terriens de Tanguy Pastureau et le winner de l'actu. A tout de suite. Bonsoir, les terriens du dimanche. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Monia Cachemire, Raquel Garrido, Franz-Olivier Gisbert, Gilles-William Gonadet et Pierre Lissia. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Excuse-moi, mais Natacha, quand tu fais ça en descendant l'escalier, déjà elle est morte de rire. Bah oui, forcément, je suis pas crédible, donc je crois que c'est normal. Hein, dès que je fais un mouvement. Comme on disait, je crois que t'as la barre. Ah, bah écoutez,
Bah non, avoir la barre, ça veut pas dire bander. Non, j'ai bien Enfin, compris. c'est pour Alexis Corbière, mais... Tu vas nous attirer des ennuis. Ah oui, Alexis Corbière à la barre à l'Assemblée. Ardisson est obsédé. Oui. Bon, alors, ça va? Ah bah ça va bien, toujours. Et ton spectacle, alors? Ah bah ça roule, tranquillement. C'est petite plein? salle. Ouais, c'est bien. T'es content? Ouais, bien sûr. Bon. C'est une nouvelle expérience pour moi. Bah oui. Voilà, je vais au contact des gens. T'aimes bien les gens? Ouais, j'aime bien les gens. Ouais. Pas tous, mais ceux qui viennent me voir. On passe à Passion. Ah Thierry, depuis que je vous fréquente, je découvre un homme loin du cynique, désabusé, amateur de substances illicites qu'on décrit. D'abord, vous vous êtes calmé avec l'âge. La fois où vous avez reçu Émeric Caron, à peine avez-vous consenti à sniffer du quinoa équitable pour lui faire plaisir. Et puis vous êtes sensible. Dans cette émission, vous pleurez autant qu'un enfant devant Bambi au moment où la maman se fait buter par le chasseur. Autant qu'un académicien qui lirait un recueil des pensées de Marlène Schiappa. Dimanche dernier, vous étiez ému aux larmes par le témoignage d'un monsieur ayant été maltraité gamin par sa famille d'accueil. Bon, il lui faisait pas écouter Maître Gims parce que ça n'existait pas, mais c'était dans ce genre-là. L'an dernier, vous avez pleuré avec Drucker en pensant à Johnny. Drucker, lui, pensait en plus à tous les chiens qu'il a déjà enterrés. Rex, Fifi, Cacahuète, Duc, Gaïa, Hutch, Silky et Tipounette, plus les 18 autres qu'il a eus et qui sont morts de vieillesse. Goldnadel, cet être si dur en apparence qui pourrait attaquer les studios de France Inter à la hache s'il avait une hache. Ah oui, pareil, cette semaine, il a pleuré face à Enrico Macias, alors que l'autre n'a même pas chanté, donc personne n'a souffert. Et nos invités... Mais nos invités, eux aussi, craquent. Il y a un an, Alexis Corbière, le Danton 2.0, c'est lui qui pendra Bernard Arnault le soir de la Révolution, mais pas Vincent Bolloré, parce qu'on serait mis à crier « Non, et comment on va faire, nous, pour la paye ?» Corbière, donc, avait pleuré. 80% du budget de cette émission passe dans l'achat de Kleenex. On a battu Jackie et Michel. Eux sont à 70%. Mais Alexis Corbière n'est pas qu'un homme sensible, c'est un homme tout court. Et quel mec! Raquel, la personne avec qui il partage sa housse de couette à l'effigie d'Hugo Chavez, le décrivait la semaine passée comme le roi de la... Voilà, c'est écrit. Rapport à la supposée taille de l'oiseau, dont Alain Bougrain-Dubourg dirait qu'il s'agit d'un aigle royal. Nous autres avons des colibris. Alors depuis, je ne dors plus, je fais des rêves érotiques. Dans ces rêves, je vois Alexis Corbière bloquer la France avec son sexe, tandis qu'Éric Drouet y accroche son gilet jaune. J'ai très chaud. Il paraît qu'il est fâché. Il est un peu fâché, il n'est pas content, Alexis Corbière. Ah non, je me suis fait disputer à cause de ta vanne à la con. C'est pas une vanne, c'est une photo où ils vendent à l'Assemblée nationale. Mais non, c'est un pli du pantalon, enfin. C'est pas une photo, c'est un compliment. Oh là là, mais vous êtes obsédés, vous, par vos propres sexes. Mais moi, je veux bien que tu m'insultes tous les jours comme ça. Les Français sont obsédés par vos sexes. Pauvre Alexis, il a rien demandé. Allez-y. Il y a pire. Tiens, justement, je parlais d'Éric Drouet. Qu'a-t-il fait cette semaine? Une fois n'est pas coutume, on commence avec les macronphobes. Eh bien, justement, Éric Drouet a croisé Raquel dans une manif des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes et de la doudoune blanche. Vu d'en haut, on avait l'impression de voir 4000 poussins et un œuf au milieu qui n'a pas éclos. Alors, des gens sur Twitter ont écrit qu'il s'agissait d'une doudoune Canada Goose à 800 €. Super, moi je me suis dit, enfin Thierry a augmenté Raquel. Eh ben, déception. Elle a répondu qu'elle l'avait acheté au Walmart de Granby au Québec. Un supermarché pourri dans un bled du pays qui nous a donné Céline Dion. C'est parce que la doudoune était blanche que Raquel s'est pas tranché les veines. Elle pensait à Alexis, elle se disait ça lui fera trop de lessive. Il a déjà les voiles de catamaran dont il se sert de slip au sale, le pauvre. Alors que Raphaël Glucksmann, l'un des 400 autres mecs de gauche qui fait son truc de son côté, ce qui fait que Macron, dans 22 ans, sera toujours à l'Élysée avec Brigitte en déambulateur Vuitton. Lui, il a une Canada Goose à 800 sacs. Le prix de la NIP est supérieur au minimum vieillesse. Avec ça, tu peux passer pour un mec du peuple. Oui, mais à Monaco. Mais la politique, c'est une répartition des fringues. À gauche, la doudoune, à droite, la parka.
que parfois Laurent Wauquiez retire, notamment quand il est excité, parce qu'il a rencontré Éric Zemmour, un mec de gauche pour lui. Ils ont discuté, c'est-à-dire qu'il a causé et que Zemmour, tout le long, a bougé la tête, comme le petit chien en plastique qu'il y avait sur la plage arrière de la Mi-8 de Papy Raymond en 79. Et on dit souvent que Laurent Wauquiez n'est pas fut-fut. C'est faux, il a compris le principe d'un livre. Dans ton livre, il n'est pas si facile que ça à lire. C'est ça. En fait, c'est d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ça. En réalité, il est très facile à lire. Parce que c'est une succession de chapitres. Ouais. Voilà. Là, le « ouais » de Zemmour signifie « ah oui, quand même, on en est là ». Un livre, c'est une succession de chapitres. Et à l'intérieur des chapitres, mais ça c'est pour la semaine prochaine, il y a des phrases. On avance. Avant la fin juin, mine de rien, il peut valider son entrée en CEA. Quoique, c'est pas gagné, parce qu'on lui a demandé cette semaine de signer une affiche. Donc déjà, il tient mal son stylo. Et ensuite, ça donne ça. Donc soit il est super intelligent et c'est de l'araméen, soit il va falloir tout reprendre à zéro. D'abord dessiner une maison, puis un bonhomme, puis A, B, C, etc. Du coup, quand le gamin se retrouve dans une réunion d'adultes, là c'était des pêcheurs du Pas-de-Calais, il s'ennuie. Là, il est parti dans ses pensées. Il se disait, est-ce que maman a pensé à me renouveler mon abonnement à Astrapi ? Si Ribéry était invité à la fête de clôture de la nouvelle édition du Becherel, il ferait la même tête. Alors, toujours à droite, Florian Philippot, l'ex-FN, qui, comme tous les ex, se retrouve tout seul, s'est rendu en Guyane pour kiffer au soleil. Lui appelle ça un déplacement de travail. Alors, il a visité une usine de conditionnement de poissons, où ils ont dû le prendre pour un mérou, rapport au fait qu'il ouvre la bouche mais que rien d'intéressant n'en sort, parce qu'ils l'ont mis sous vide, lui aussi. Il a visité le site spatial de Kourou, où il a pu approcher une fusée, premier truc qu'il voit qui décolle, puisque le reste c'est son programme. Philippot est aussi allé dans la jungle, où il a caressé un arbre aux formes évocatrices. Arbre que sur place on appelle l'Alexis Corbière, à cause de sa ressemblance avec un homme politique de chez nous. Valérie Pécresse, présidente de droite de la région Île-de-France, s'est-elle intéressée à la route solaire ? Ça se recharge grâce à notre astre incandescent, pas Macron, l'autre. Et elle a touché des lignes. C'est une sorte de biopic de Frédéric Becbédé. À gauche, notons que Jean-Luc Mélenchon a relancé son hologramme pour les européennes. Donc au début, il y avait une forme en train de monter. Les gens se sont dit, s'agit-il d'Alexis Corbière ? Puis, hop, comme chez Spielberg, Mélenchon est apparu. C'est Jurassic Park, mais en moins ancien, parce que le début de la carrière politique de Mélenchon remonte seulement à Néandertal. Nicolas Dupont-Aignan, lui, est parti à La Réunion. Et il y est allé parce qu'il a réussi à recruter un responsable départemental Debout la France. Donc c'est tellement rare que même si le type avait vécu sous terre et que Dupont-Aignan avait eu juste une petite cuillère, il aurait creusé pour le rejoindre. Et Dupont-Aignan, il est chaleureux, mais pas trop. C'est-à-dire que quand il doit toucher l'autre, ça dure une demi-seconde. Avec notre nouveau responsable départemental, Jean-Hugues Le Bihan. Moins que s'il avait posé la main sur une plaque chauffante. Si dans Emmanuel 4, à l'époque, ils avaient pris Dupont-Aignan, le film durait 1 minute 20. Il n'est pas tactile, il a raison, il n'a pas de germe, il n'a rien, il n'a pas eu la gastro depuis 84. Ah ouais. Allez, passons au président Macron. Il boit pas, il fume pas, il drague pas, mais il cause. Alors à Ivry, cette semaine, il a encore parlé 6 heures. Si la prise de parole devient discipline olympique, on va éclater même les Italiens. Et quand il y a une réunion à laquelle il n'est pas invité, il s'en fout, il vient. Oh, surprise! La prochaine fois, il a prévu d'arriver, mais dans un gros gâteau. Il en sortira avec des oreilles de lapin. Il faudra juste ne pas faire ça lors d'une réunion de chasseurs. Les amis de François de Rugy, là, tout ça. Non, mais Macron, il parle à tout le monde. Même devant les bars d'immeubles, il est à fond. Eh ben, venez alors. Mais dépêchez-vous, hein. Il va vous réceptionner. Vous vous appelez comment? En fait, c'est la suite du sketch. Avant, c'était « Eh Manu, tu descends », maintenant c'est « Manu, tu montes ». Ils ont attendu
Ils ont attendu 30 ans pour faire le remake. Hein, bientôt, Cédric Villani va se lancer dans SOS Fantôme 4. Hein. Ce sera juste un plan fixe sur lui. Mais il ne faut pas croire, Macron, c'est pas une machine. Hein, au bout de 37 heures passées à parler, il fatigue, il a même bâillé. Hein, on ne l'avait jamais vu faire ça. Certains disent qu'il a dormi. On a élu Robocop, on se retrouve avec Doc Gynéco. Il paraît qu'à la 12e heure où il expliquait aux gens à quel point il avait raison sur tout, parce que c'est ça le débat national, hein, il a fait pipi. Il est comme nous. Ah non, mais quelle vie de merde. Chaque jour, il se farcit des conversations de 5-6 heures. Son existence n'est plus qu'un immense repas de famille du dimanche midi. Allez, ils aiment Macron comme Manuel Valls aime Barcelone, sauf quand il sera battu au municipal, là il se mettra à hurler « Héros des putas » et essaiera de se présenter à Oslo ou à Kuala Lumpur, il s'en fout. Ce sont les Macronphiles. Avec Nicole Belloubet, ministre de la Justice, qui veut introduire le grand débat national dans les prisons. Seul endroit où pour l'instant on était peinard. Même Jonathan Daval va devoir donner son avis. Hein, il a 2 doigts d'entrer dans l'abbaye de Sénan au moment de la prière et de hurler « Alors mes frères, Dieu c'est pas tout ça, mais le RIC, vous en pensez quoi ?» Édouard Philippe, Premier ministre, est lui allé à Bordeaux à la rencontre d'Alain Juppé, qui est tellement âgé que même dans le cadre d'une conversation normale, quand il est à 2 mètres des autres, quand il s'agit de lui parler, le type prend un micro. Donc Juppé a inauguré un tramway, hein, on le voit ici dans la position du frotteur âgé, et il a fait face à ses fans, hein, qui sont comme lui, c'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 2 qui pioncent debout. Hein. Ça ressemble plus à un teaser de The Walking Dead qu'à un lancement de tramway. Édouard Philippe, lui, a visité une CAF, mais il est tellement grand que pour mater un pauvre ordi, il est obligé de se cambrer comme une Instagrammeuse spécialisée fessier. Ah, ça donne envie de faire une demande d'APL. Richard Ferrand, président de l'Assemblée, a fêté le Nouvel An chinois avec 2 dragons, l'un représentant Martine Aubry, l'autre Jean-Luc Mélenchon. Hein, on les reconnaît clairement. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, lui aussi a fait le Nouvel An chinois. On voit qu'ils ont du blé parce qu'il y a 20 ans, les politiques s'en foutaient. Alors il a eu en cadeau un idéogramme chinois. On lui a dit que ça signifiait « gloire à Xavier Bertrand », mais en fait, si le type à gauche est mort de rire, c'est parce qu'ils ont écrit sur le papier « Xavier Bertrand est un con ». Et a un petit sexe, pas comme d'autres en politique, paraît-il. Hein, mais on peut dire plein de choses avec un seul idéogramme. Ah d'accord, il le semble, chinois. Alors Bertrand qui a ensuite fait la galette des rois, 1 mois après, hein, ça va, il n'est pas pressé, hein, il s'en fout. Il était entouré de 9 chefs. C'est beaucoup 9 chefs, on voit ça qu'à la DDT quand il s'agit de faire des travaux. Hein, du coup, Gérard Collomb à Lyon, qui ne peut pas jouer à celui qui pisse le plus loin, parce qu'il ne peut tout de même pas uriner jusque dans les Hauts-de-France, a lui réuni 200 chefs. Il faut avoir très faim. Et du coup, Nicole Belloubet a regroupé 700 avocats. C'est la France Bénure. La moindre photo, il y a 1000 figurants. Même Benoît Hamon s'est affiché avec l'ensemble de ses soutiens. Bravo! Bravo, Tanguy. Autre Macronphile, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Bon, il a perdu la raison, il a été interné à l'HP Ariel Dombal de Cergy. Bon, mais avant, il a eu le temps de jouer au ping-pong. Alors ça va, c'est pas un cérébral, Blanquer, donc le voir bouger son corps, on n'avait pas non plus l'impression de voir Nietzsche en train de se faire de la Zumba. Hein, mais ensuite, l'amour du sport l'a envahi et il a participé au moment le plus gênant depuis la fois où Kim Kardashian s'est assise sur son chihuahua. Eux appellent ça un flash mob. Donc voilà Thierry, quelle souplesse, quelle dextérité, le ministre est à fond. Il est tellement souple qu'on peut le ranger dans une valise et le prendre sur Air France en excédent de bagages. Hein, voilà, il lève la jambe, il lève les bras, voilà. Hein. Donc Blanquer confirme donc l'idéologie raciste selon laquelle les Blancs ne savent pas danser. Hein, parce que là, il y a moins de grâce que dans 130 années de look de Pierre Perret.
Alors, Roxana Maracineanu, la ministre qui est fautive, c'est elle qui a mis Blanquer au sport. Ben, elle, qu'est-ce qu'elle a lancé? La table d'écolier qui fait vélo. Comme ça, la vie de ces petits morveux ne sera pas totalement inutile. Les CP et CE1, c'est-à-dire Vauquier plus de 3 autres, de l'école de Fessenheim, vont pédaler pour combler le déficit d'énergie dû à la fermeture de la centrale. Alors justement, François de Rugy, tiens, l'écolo mou, était à Fessenheim cette semaine et il a visité une usine de recyclage de métaux. Donc à droite, on voit les canettes de bière correspondant à la consommation de Benoît Poelvoorde, donc sur 2 heures. Christophe Castaner, lui, a fait ses courses en vue de la manifestation des Gilets jaunes de samedi prochain. Alors lui, c'est le seul qui discute pas pendant des heures. Lui, c'est Ken le survivant avec le physique de Winnie l'ourson. Castaner qui va participer à l'émission de C8 Au tableau, qui consiste à se retrouver face à des enfants. Donc attention, monsieur Castaner, si l'un d'eux vous dit « vas-y, lance la balle », ne tirez pas. Il ne s'agit pas d'une balle de défense, c'est juste la récré. Enfin, faites comme Bruno Le Maire. Quand vous posez pour une photo, foutez-vous du cadrage. Ainsi, vous aurez l'air et d'un con et d'une lampe halogène. Bravo, Tanguy. Allez, pour finir, un petit vrac de Français de toute tendance. Ce sont les gens d'ici. Avec Benoît Hamon, qui s'adore, il se kiffe, à tel point que sur Instagram, maintenant, il met des photos de lui à différents moments de sa vie. Donc là, c'est lui, étudiant, c'est l'époque où il avait des copains, puisqu'on voit qu'il y a une autre personne à côté. Et là, c'est lui, encore plus jeune. Il avait déjà ce physique de mannequin slip. Mais il est beau, il est beau. Si en 86, il s'était présenté comme ça à une maison de disques, les mecs l'intégraient au groupe Dépêche Mode. Et il faisait du synthé. Il serait allé plus loin qu'en politique. Regardez Jean-Michel Jarre, son parcours, ça a une autre gueule que celui de Cambadélis. Christian Estrosi, maire de Nice, a lui rencontré Chantal Goya, qui n'a pas changé de robe depuis 79. Elle a battu le record de Michel Houellebecq, qui porte le même soupul depuis 11 ans. Alors Estrosi a aussi fait un selfie avec des gosses et il a cadré la main du petit en disant « Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on me voit moi. Le reste, on s'en fout. » Mais Estrosi, c'est Narcisse. Il s'aime tellement que quand il dit qu'il aime les glaces, ce ne sont pas les micos au chocolat, ce sont les miroirs dans lesquels il se voit. Il les lèche. Anne Hidalgo, maire de Paris, a inauguré un salon de la gastronomie des Outre-mer, dont le concept est de manger trop épicé pendant 10 minutes et passer les 2h50 restantes de la visite aux toilettes. Alors, pas kitsch du tout. Elle avait un collier de fleurs en plastoc et 2 mecs derrière dont la tête avait été sélectionnée par les aliens pour l'atterrissage de leur soucoupe. Un asile. Il manquait plus que Blanquer en train de breaker sur le dos à côté. Enfin, Rachida Dati aurait omis de déclarer 600 000 € qu'elle aurait touché du groupe Renault. C'est une épidémie. Carlos Ghosn, pareil. Dès qu'on s'approche de Renault, c'est Alzheimer. La preuve, moi j'en ai une, j'oublie toujours où j'ai foutu mes clés. Non mais Renault, ce sont des gens, vous savez, qui font des voitures. La Zoé, qui est toute petite, ou le Kangoo, pour Alexis Corbière, parce qu'il lui faut beaucoup de place. Bisous, bonne semaine. Et voilà, c'était Tanguy Pastureau. On retrouve ici la semaine prochaine avec plaisir. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. La semaine dernière, c'est Monia qui a gagné. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Attention. À Hangzhou, en Chine, quel type de congé certaines entreprises vont-elles proposer à leurs employés? Des congés shopping pour inciter à la consommation, des congés gueule de bois pour lendemain de soirée, des congés amour pour aider les célibataires à trouver l'âme sœur ou des congés dog-friendly pour inciter à mieux s'occuper de ses animaux domestiques. Je suis snob. Des congés amour. Des congés amour pour aider les célibataires à trouver l'âme sœur. Bravo, Monia Cachemire. Facile. C'est évident. Facile. Parce qu'en Chine, en fait, ils arrivent plus. C'est-à-dire, à force de faire l'enfant unique, il n'y a plus de femmes. C'est très, très compliqué. Quelle nouvelle arme la Fédération française d'escrime vient-elle de reconnaître officiellement? LBD. La machette.
le sabre laser, l'épée courte ou le couteau suisse? Il sait pas. Le sabre laser. Oui. Regarde l'air prétentieux. Qui prend. Magnéto, Serge. C'est absolument génial. Il n'y a rien à dire. Bon. Comment s'appelle ce nouveau couvert qui sert à la fois de cuillère et de fourchette et qui commence à être utilisé dans les établissements scolaires français? La Georgette, la Paulette, la Colette ou la Natachette? La Georgette. Oui, mais comment tu sais? Putain, mais c'est trop fort. Alors, c'est le gagnant du concours Lépine en 2016. C'est génial, hein? C'est fabriqué en Ariège. C'est formidable. Et bien l'intérêt, disent-ils, en tous les cas, c'est que ça use moins d'eau pour nettoyer les couvertures. Ça va finir dans Bon, des... arrête dans le misérabilisme. Ah non, c'est pas moi qui dis ça, c'est eux qui disent ça. Je trouve ça pas con. Hein. Ouais, moi pas con du tout. Quel célèbre tube va être adapté au cinéma? Je danse le Mia. Je danse le Mia. J'ai tombé la chemise. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je suis. Tout le monde s'éclate à la queue leu. Tout le monde se marre à la queue leu. Tout le monde chante à la queue. Le snob. Tu vois bien. C'est Je danse le Mia et c'est produit par Michael Youn. Michael Youn signera le scénario. C'est un rappeur marseillais des années 80 qui est projeté en 2019. Non mais c'est une escroquerie, on a posé la question la semaine dernière. Pas de qui brille. Pas du tout, jamais. C'est sorti cette semaine. Ça s'appelle du ramollissement cérébral. Ouais. Ça a un nom, ça se soigne difficilement. Que devient Jean-Mi, l'ancien petit robot de Salut les Terriens? Il est en maison de retraite, il est tête de liste robot aux Européennes. Il est apparu dans le clip du rappeur Caris, où il bosse comme escort boy dans un bordel à Amsterdam. Tu connais pas la réponse? J'adorerais qu'il soit escort boy, mais je pense plutôt qu'il est apparu dans un clip. Eh bien, il est en maison de retraite. Bravo. Ouais. Il est fini. Parce qu'en France, de plus en plus d'EHPAD s'équipent de petits robots comme Jean-Mi. Le but étant d'interagir avec les résidents des EHPAD. Donc tu l'as vendu avec vu que les enfants ne vont plus voir les grands-parents ou les parents dans les EHPAD, ils envoient des robots. Et là-bas, on a besoin de s'occuper. Voilà. Donc tu l'as vendu à une maison de retraite? Oui, on l'a vendu. Magnéto, Serge. La vieillesse est pire qu'un naufrage. Il faut se taper le robot l'après-midi. C'est dur quand même. Hein. Le robot de l'école Ardisson. Ah, c'est un châtiment. C'est l'enfer. Bien sûr. C'est l'enfer. La LAN dirait que c'est un crime contre l'humanité. Ouais, mais il aurait peut-être raison sur le coup. Alors, d'après les Échos, qui sont les plus grands consommateurs de rosé en France? Natacha... Non. C'est pas faux. Mais hein. pas que du rosé. Voilà. Les sudistes, les retraités, les millennials, donc les gens qui sont nés entre 80 et 2000, ou les chroniqueurs des terriens du dimanche. Je suis snob. Regarde. Les millénials. Ouais. Le rosé est devenu le champagne des millennials, selon l'anthropologue Richard Delérin, qui a que ça à foutre. C'est un mode d'expression de soi qui capte les moments de spontanéité, enfin bullshit, mais ceci étant, les milléniaux, peut-être qu'ils achètent du rosé tout simplement parce que c'est moins cher, non? Ça dépend. oui. Qui a déclaré « Moi, je suis un moine soldat. Quand on me demande quelque chose, je suis là. » Édouard Philippe, Alexandre Benalla, le cardinal Barbarin ou Gilles William Golnadel. Je suis snob. Faut faire. Benalla. Oui. En référence à son engagement envers Emmanuel Macron, qui le lui rend bien. Ben voilà, qui a gagné? Le Banco. Monia encore.
Sonia Cachemire remet très sportivement son titre en jeu. Bravo. C'est le Super Banco. Allez. Comment un petit garçon de 3 ans qui s'était perdu dans une forêt de Caroline du Nord a-t-il été sauvé? Grâce à son doudou. Il avait semé des chips pour retrouver son chemin grâce au film The Revenant où il a été aidé par un ours. Grâce au film The Revenant. Non. Je suis snob. Non, mais pourquoi? N'importe quoi. Ça marche pas, là. Grâce à son doudou. Et voilà. Bah oui. Il a été aidé par un ours. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle vient de dire. Non, il a dit son doudou, c'était pas la bonne réponse. C'est bon, moi qui ai il y la bonne avait. réponse. Pardon, autant pour moi. Oui, donc c'est Raquel Garrido. Bravo Raquel. Voilà, c'était les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi, 19h. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.